Dans un monde où la force des animaux de compagnie décide de tout, le corps de Su Ping est occupé par un transmigrant. Devenu propriétaire de la boutique qu'il avait laissée, Su débloque le système de super animaux et commence son voyage pour transformer de mignons petits animaux en bêtes féroces. Su Ping, un transmigrant de 18 ans, est sur le point de trouver la mort avec son animal. Malgré cette situation, il n'a pas perdu sa volonté de se battre et charge les monstres qui l'entourent. Quelques jours auparavant, un type se réveille d'un rêve et a transmigré dans un autre monde similaire à la Terre, prenant possession de l'ancien corps de Su Ping. La technologie y est bien plus avancée que sur Terre et sert de support aux animaux de compagnie. Étant étroitement lié à la société humaine, il existe différents animaux de compagnie pour différents types de travail. Le plus important d'entre eux est l'animal de guerre, géré par un dresseur de guerre. Le classement des pays dans ce monde est déterminé par la force de ces animaux de guerre. Des animaux de compagnie au lieu de bombes nucléaires, c'est mignon. Pour gagner sa place dans ce nouveau monde, Su Ping jure de devenir fort. Mais avant ça, il doit en apprendre plus sur le précédent occupant du corps. Il découvre que sa sœur est une dresseuse de guerre et que Su Ping n'a pas du tout de bonnes relations avec elle. Ensuite, il se rend à la boutique d'animaux. Alors que Su pense que le précédent occupant du corps n'est pas un bon à rien total, il constate l'état horrible de la boutique. Elle est remplie de déjections et d'urine d'animaux. Dégueulasse. Au magasin, il rencontre un client en colère, un dresseur de guerre qui a laissé son animal à la boutique pendant 3 jours, mais qui a reçu de mauvais soins. Utilisant son animal, une bête noire, le client est sur le point de démolir le magasin. Soudain, le temps se fige alors qu'une interface apparaît devant Su, scellant un contrat avec l'animalerie. Le système de super animaux a été lié au magasin Shu Taochi et par conséquent à son propriétaire, Su Ping. Devenu immunisé contre les dégâts, Su attrape la gueule de la bête et la referme de force avant qu'elle ne puisse lancer son rayon. Cela fait fuir le client ainsi que son animal de guerre. C'est alors que l'interface précédente indique que la crise du magasin est résolue et récompense un rafraîchissement pour son piteux état. Su active ce rafraîchissement et le magasin redevient comme neuf. Quelle arnaque, putain. Ensuite, il se rend dans la zone d'élevage des bêtes de compagnie qui est de rang 1. Ici, les bêtes s'y cultivent et guérissent sans avoir faim, soif, ni même besoin de faire leurs besoins, ce qui soulage Su. En se renseignant sur la façon de s'occuper des bêtes, Su déclenche une mission principale. La mission est d'élever un chien de lune ou un rat de foudre au rang 3 ou plus. Lorsqu'il choisit ce dernier, l'animal apparaît et les deux sont transportés dans son monde d'élevage, le monde de la mer des nuages d'éclairs. En arrivant, Su se fait attaquer par une bête géante de 10 000 mètres de haut, le roi des bêtes, le Khun du tonnerre des abysses d'éclairs. Incapable d'esquiver l'attaque, il meurt. Peu après, Su se réveille dans un espace de renaissance en attendant d'être ressuscité. Le mec est vraiment là à attendre d'être relancé comme dans Fortnite. Le système lui dit que s'il ne termine pas la mission à temps, sa note sera abaissée et si elle tombe en dessous de 60, Su mourra définitivement. Incapable de vérifier sa note actuelle, il est en colère et forme un contrat temporaire avec le rat de foudre comme suggéré par le système. Après avoir été ressuscité, Su et le rat de foudre tombent sur une grande bête, un jeune ver des sables. Le premier donne à son animal l'ordre de charger la bête. Ce dernier s'exécute, apprenant une nouvelle compétence, charge, malgré sa mort dans le processus en se blessant la tête. Heureusement, l'animal reçoit des résurrections illimitées et sa mort n'est pas un problème du tout. En mourant sans arrêt puis en ressuscitant pour essayer de tuer le ver, le rat de foudre dessus devient de plus en plus fort. Au bout d'un moment, il a absorbé une partie de la foudre de l'environnement et a acquis la compétence charge de foudre. En l'utilisant, l'animal achève le ver. Meilleur rat. Soudain, le sol commence à trembler et éclate, révélant des dizaines et des dizaines de grands vers des sables adultes. Voyant l'énorme écart de capacité, Su abandonne et pense qu'il va juste ressusciter. Cependant, le rat de foudre utilise charge de foudre pour le protéger malgré son manque d'endurance et sans avoir reçu d'ordre. Inspiré par les actions de son animal, il se lève et est prêt à se battre jusqu'au bout, chargeant les monstres qui l'entourent. Retour au début.
Après être mort, Su ressuscite à un endroit aléatoire mais se sent extrêmement fatigué. Le poids de la mort sur son corps et son esprit persistera, ne lui permettant pas d'abuser des résurrections gratuites. C'est alors qu'une bête de 10 mètres, le cafard des roches, apparaît devant Su et son rat de foudre. Se donnant à fond, ce dernier tue la bête. Un certain temps s'est écoulé. Su et l'animal sont allongés sur le sol, couverts de contusions, totalement épuisés. La mission est enfin terminée. À ce moment, Su a utilisé 69 résurrections, tandis que le rat de foudre a été ressuscité 847 fois, le nombre total de bêtes tuées étant de 472. Le mec a fini avec un KD négatif, à quoi bon? Grâce à cela, le rat de foudre a appris les compétences rémanence éclair et éclair flash, quelques-uns des 10 meilleurs arts secrets de foudre dont on parle. Ces compétences étant d'un excellent niveau et leur méthode d'apprentissage s'étant perdue avec le temps, les acquérir est un exploit énorme. Fier de leurs accomplissements et ayant lui-même appris la technique d'analyse, Su rentre, son contrat temporaire avec le rat de foudre arrivant à son terme. Ah, c'était mignon quand même. Le tournoi des étoiles des animaux arrive à la conclusion de ses préliminaires. Ye Hao, Jiang Zuhan et Zhang Shou sont 3 des favoris pour remporter la victoire finale. Une dresseuse de guerre, Su Yanying, a affronté les 2 premiers des 3 lors de ses matchs préliminaires, ce qui a entraîné des défaites complètes et blessé ses animaux. Cependant, la série de malchance de Yan n'est pas terminée, car elle doit affronter le dernier des 3 pour son dernier match. Ne voulant pas abandonner sans au moins participer, elle va chercher son rat de foudre à la boutique d'animaux Shu Taochi. Elle ne sait pas que son animal vient de recevoir des améliorations gratuites. Là, Yan rencontre Su, qui lui rend le rat de foudre amélioré. Ensuite, ce dernier débloque une nouvelle mission, élever un animal qui lui appartient. Le système dit à Su qu'il peut devenir dresseur de guerre en achetant une potion d'éveil, mais il n'a pas l'énergie nécessaire pour le faire. Le mec est fauché comme les blés, RIP. La conversion du yuan en énergie est de 100,1. Ce qui enrage Su, c'est que son dernier boulot qui l'a tué 69 fois ne lui a rapporté que 108 yuan. Ouf! On peut dire qu'elle est sous-payée. Au tournoi des animaux étoiles, Yan Ying perd son dernier match 0-1 contre Zhang Shu. Ses chances d'obtenir une place dans l'équipe des pionniers de la guerre semblent minces. N'ayant plus que le rat foudre dans son arsenal, elle se demande si elle devrait abandonner alors que le public encourage son adversaire. Alors que Yan Ying est sur le point d'abandonner, le rat de foudre entre sur le champ de bataille, proclamant la fin du combat. Zhang Shou ordonne à son chien démoniaque dragon de brûler son adversaire. Le rat de foudre commence à charger son attaque, mais Yan lui dit d'esquiver en utilisant charge éclair, le tuant presque. Pas étonnant qu'elle ait perdu ses 2 matchs précédents, elle est tellement nulle. Ensuite, elle dit seulement à son animal d'attaquer et d'esquiver sans nommer les attaques, le laissant utiliser toute sa puissance. Lançant la compétence de rang 7, taillade de foudre, le rat foudre, numéro 1 au classement des animaux, élimine le chien démoniaque d'un seul coup. Le score est égalisé 1-1. Promettant de ne plus sous-estimer son adversaire, Jiang Shou sort un animal de rang 4 de type terre, la bête rhinocéros golem. Le combat commence et le premier utilise ses compétences de dompteur de guerre pour renforcer son animal, le portant à peu près au niveau d'un rang 5. Les pionniers de la guerre observent que le rat foudre ne semble pas du tout reculer. Avant même que Yan ne puisse renforcer son animal, il charge le golem, se divisant soudainement en 2 pour esquiver son attaque. L'animal foudre a activé une autre compétence de rang 7, image résiduelle de foudre. Impressionnés, les pionniers de la guerre sont prêts à prendre Yan Ying avant même la fin du combat. Quel familier! Ignorant le golem, le rat de foudre charge directement son dompteur de guerre, Jiang Shou, pour l'achever. Le combat est terminé. Alors que les juges annoncent les gagnants, le public scande un nom. Roi Ratsu Yan Ying. Après, Yan pense à l'expert de la boutique d'animaux qui a débloqué ses compétences pour son animal. Pendant ce temps, Su Ping réfléchit à comment il va gagner l'argent pour la potion d'éveil. Il décide de se contenter de vendre la nourriture qu'il doit collecter lui-même et jure de devenir dompteur de guerre en 3 jours. 3 jours, ça devrait suffire, non? Comme la qualité de la nourriture collectée dépend du niveau des terres d'élevage d'où elle provient, celles-ci sont divisées en rangs novices, intermédiaires, avancés et sommets, nécessitant respectivement 1, 10,
100 et 1000 points d'énergie pour y entrer. Su n'a pas d'autre choix que d'aller dans une terre novice. Utilisant les recommandations du système, Su entre dans la zone météorite 1002 du territoire extérieur avec un inventaire limité, une limite de temps d'un jour et 30 réanimations à utiliser. Il épuise toutes ces réanimations en ne collectant que les objets les plus rares, puis quitte la terre d'élevage. Le gars est mort presque 40 fois pour gagner sa croûte. Respect. Ailleurs, le membre de l'équipe de guerre Loup Noir, Fang Yujing, donne à l'animal de leur famille, Shouhu, la nourriture pour animaux la plus chère. Cependant, il n'y connaît rien et manque de tuer l'oiseau, au grand désarroi de sa sœur et de son grand-père. À ce moment-là, la grand-mère de Fang entre avec un fruit de vermillon rocheux, guérissant Shouhu et rétablissant son appétit. Suspectant le prix et l'efficacité de cette nourriture, Fang va rencontrer la personne qui l'a donnée à sa grand-mère, le propriétaire de la boutique d'animaux Shou Taochi. Fang arrive à la boutique et commence à insulter Su Ping pour avoir trafiqué la nourriture, qualifiant sa boutique d'animaux de boutique noire. Cela met en colère ce dernier, et il demande des preuves de leurs accusations. Le premier l'attaque, mais il est maîtrisé. Une mission temporaire est également déclenchée pour Su prouver l'innocence de la boutique et de sa nourriture, et protéger sa réputation. À ce moment-là, une foule s'est rassemblée, et voyant Su attaquer Fang, crie collectivement pour qu'il ferme la boutique. Il les fait taire et demande un animal aquatique de bas rang pour démontrer l'innocence de sa boutique. La sœur de Fang invoque son animal de rang 1. Su Ping lui donne le fruit d'essence bleu, le faisant passer au niveau 2, choquant les spectateurs. Fang et sa sœur s'excusent auprès de Su et sont obligés de payer pour la nourriture utilisée dans la démonstration. Cette démonstration change complètement l'opinion des badauds et ils se précipitent pour acheter la nourriture, rapportant à Su 31 560 yuan ou 315 points d'énergie et terminant la mission. Ça rapporte gros. Ayant enfin l'argent pour acheter la potion d'éveil, il devient dompteur de guerre. Utilisant 100 points d'énergie supplémentaires, il améliore le lien d'esprit de race pure du chaos au rang 2, lui donnant de meilleures chances d'obtenir un animal étoile de haut rang. Pour tester cela, Su appuie sur le bouton d'élevage de son interface. Qu'obtiendra-t-il? Le pion du chaos donne à Su un petit squelette, l'animal de rang le plus bas parmi l'attribut démon. Rrr, quelle arnaque! Cependant, cela termine sa mission d'élevage, débloquant la compétence de dompteur de guerre de rang novice. Intention meurtrière. Cela permet à l'animal du dompteur de guerre d'entrer dans un état de furie pour infliger des attaques féroces. À ce moment-là, Su débloque une nouvelle mission, faire monter de niveau un animal jusqu'au rang intermédiaire élevé. Bien qu'il soit si fort, le rat de foudre n'était que de rang intermédiaire bas, ce qui lui fait penser que ça va être un défi. Quelques instants plus tard, Yan Ying entre dans la boutique avec son ami et rencontre à nouveau Su Ping. Voyant son rat de foudre se prosterner devant ce dernier, même s'il n'avait pas peur du golem de rang 5 ou presque. Cela fait penser à Yan que Su est de rang 6. Pourtant, il n'est que rang 1, boum. Pour prouver sa sincérité au terrifiant propriétaire de la boutique, elle lui transfère jusqu'à 100 000 yuan. Su veut désespérément accepter, mais le système le rejette automatiquement, ce qui fait penser à Yan qu'il est une personne noble. Il ne l'est vraiment pas, le mec veut juste se faire du fric. Ensuite, elle lui demande de s'occuper de son rat foudre pendant 3 jours de plus et de soigner ses autres familiers en pension. Un service que Su doit améliorer. Avec une facture totale de 31 600 yuan, ce dernier a maintenant un total de 291 points d'énergie. Une mission est débloquée pour augmenter le niveau de combat du familier de Yan d'au moins 2 fois. Su accepte avec joie car ça lui permettra de faire 2 missions en même temps. Une situation gagnant-gagnant. En récupérant la récompense d'avant, Su se dirige à l'intérieur du monde de l'esprit de mort du chaos de rang maximal pour faire monter de niveau son bébé squelette. Une odeur âcre de sang et de cadavres l'entoure. Soudain, quelque chose brise le squelette du familier. Cet attaquant mystérieux est un grand squelette de rang 7. Il attaque le monstre avec le rat foudre et le squelette, faisant en sorte que le premier concentre ses attaques sur le même point. Après avoir été tué par ce monstre et ressuscité plusieurs fois, les familiers de Su ont peur. Pour surmonter ça, il active la compétence Intention meurtrière du dresseur de guerre, leur donnant un bonus de furie.
À cause des attaques répétées du familier, le monstre squelette spamme sa compétence membre, devenant de plus en plus déséquilibré à chaque fois. Su a aussi commencé à se faire tuer. Mais il s'en fout. Ce mec est trop alpha, non? Enfin, après un barrage sans fin, le monstre squelette est vaincu. Le rat foudroyant obtient plusieurs après-images de foudre et gagne de l'expérience. Étant de la classe démon, le bébé squelette possède une compétence spéciale dévoration qui lui permet d'absorber le pouvoir d'un monstre vaincu à condition qu'il soit de sa propre espèce. Le bébé squelette monte au rang novice 1 en l'utilisant. Juste à ce moment-là, une mystérieuse figure féminine apparaît là, ayant à la fois des attributs physiques humains et de squelette. 10-10, je la baiserai. Laisse tomber. Ce nouvel ennemi est de si haut rang que Su ne peut même pas analyser ses statistiques. Pensant qu'elle pourrait être la grande méchante de l'endroit et qu'il pourrait obtenir de grosses récompenses en la battant, il charge sur elle. Cependant, en un seul instant, le squelette humanoïde arrache l'âme de Su. Après plusieurs tentatives pour lui parler avec ses résurrections illimitées, il abandonne car elle continue juste à le bouffer, gaspillant son temps de réapparition gratuit. Ah, comme une vraie femme. Décidant d'aller ailleurs entre-temps, Su réapparaît devant le squelette féminin. Cependant, elle panique. Soudain, il est attrapé par une forte pression et on lui demande ce qu'il fait là. Il s'avère que Su est apparu juste au-dessus de la tête du roi squelette, alertant ce dernier de sa capacité à s'approcher de lui sans être repéré. Réalisant qu'il est vu comme une menace, Su se donne un avantage. Il dit au roi et à son armée qu'il est le clone de l'humain le plus fort, envoyé pour les anéantir si leur menace est trop élevée. Le chevalier squelette loyal se précipite pour protéger son roi, mais est instantanément tué par ce dernier. Su se moque de lui pour avoir tué ses propres subordonnés. Le roi mord à l'hameçon, le libérant de sa forte contrainte, et tue Su. Le premier déclare que la protection est un mépris envers lui, car il est le plus fort du monde. Pourquoi même avoir des sous-fifres alors? What the fuck? Soudain, Su réapparaît devant le roi, debout sans broncher. Toutes les créatures squelettes sont choquées par cette inversion du temps. Utilisant la gemme sur son anneau, le roi squelette tue Su continuellement, mais en vain. Alors qu'il interroge ce dernier sur sa présence effrayante qui défie la mort elle-même, Su se précipite. Après avoir utilisé sa compétence gardée pour voler la gemme du roi, il utilise la résurrection aléatoire pour sortir de là. Le monstre squelette s'écrie, stupéfait qu'une personne capable d'utiliser deux des lois suprêmes, la manipulation de l'espace et du temps, puisse exister. Le mec découvre l'armure de l'intrigue et ne sait pas quoi faire. S'étant échappé, Su sort son bébé squelette et lui donne la gemme volée à dévorer. Ce mec est trop intelligent. Après avoir tué d'innombrables créatures squelettes, le bébé squelette et le rat foudroyant ont tous deux atteint la capacité de combat de rang 6. Cependant, il ne reste que 14 minutes pour terminer la mission. Soudain, un des monstres que Su pensait mort se relève une fois de plus. Déployant d'innombrables membres, il le retient ainsi que ses deux familiers, bloquant les attaques qui lui sont destinées. Avec seulement 3 minutes restantes, Su ne peut même pas évaluer le niveau du monstre. Il appelle le rat foudroyant pour couvrir la surface de son corps d'éclairs, débloquant manteau de foudre qui fait des dégâts doubles à l'attribut démon. Alors que le monstre est pris au dépourvu, le bébé squelette est libéré et achève le coup en utilisant sa compétence d'épée qu'il a gagnée en absorbant un petit morceau de la gemme du roi. Toutes les missions sont terminées et Su revient pour récolter les récompenses. Il voit que le rat foudroyant a débloqué des compétences de mort-vivant et que le bébé squelette a le talent du roi, tous deux étant maintenant de qualité intermédiaire supérieure. Su sort ensuite la carte du pouvoir de l'étoile pure du chaos qu'il a obtenue de la quête, débloquant une ancienne méthode de cultivation perdue pour lui. Génial, le gars a encore plus de hack. En utilisant la méthode de cultivation nouvellement acquise, Su entre dans l'univers astral et commence à absorber les étoiles. Après avoir utilisé 3 pilules d'essence primaire avec ça, il atteint bientôt le premier stade de la carte de l'étoile du chaos, le royaume du tourbillon astral. Ayant gagné le pouvoir astral, il a aussi débloqué son panneau de profil. Su ne peut pas encore voir son score, mais peut voir que son pouvoir est maintenant au niveau 3, comme celui de sa sœur. Plus tard, il dîne avec sa mère adoptive et retourne dans sa chambre. Sur le chemin du retour,
Su voit sa sœur cultiver sans aucun effort. En essayant de reproduire ça, il débloque la technique de rotation, en rassemblant le pouvoir astral en une grosse masse, puis en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ainsi que dans le sens inverse. Su maîtrise la méthode de cultivation la plus efficace. Les triches ne s'arrêtent jamais, hein. Pendant ce temps, sa sœur se demande comment une pression aussi puissante peut venir de la chambre de son frère loser et pense qu'un puissant cultivateur a dû passer. Ce que la petite sœur ignore, c'est que, pendant que Su est occupée à cultiver, Yan Ying revient pour récupérer ses animaux. Cependant, ils semblent tous attachés au premier et sont tristes de partir. Elle est surprise par ça, car les animaux astraux ne s'attachent pas à leurs propriétaires, même avec des contrats de lien. Le gars a le charisme. Après avoir acheté de la nourriture pour ses animaux chez Su après le service exceptionnel, Yan défie l'animal le plus fort de son ami Lily à un duel d'entraînement avec le rat de foudre. Cette dernière sort son animal astral de type roche, de haute race humanoïde, le moine de terre. Avec son niveau de pouvoir 5 et son avantage contre les types foudre, Yan espère juste que le rat de foudre est devenu assez fort pour ne pas être vaincu instantanément contre lui. Les moines de terre sont connus pour leur perspicacité et leur efficacité dans les combats stratégiques. Cependant, en utilisant sa technique d'après-image de foudre améliorée, le rat de foudre réussit à le tromper, intimidant le moine avec sa férocité. Le moine de terre de niveau 5 a tellement peur qu'il se piège lui-même et Lily à l'intérieur d'un dôme de terre juste pour s'éloigner du rat. Quel trouillard! Peu importe. Yan est contente que son petit rat soit la raison de sa nouvelle puissance. Les matchs avancés de l'académie Fengshan commencent. L'élève de 2e année, Yan Yong, affronte Li Ji le clairvoyant, le dompteur classé dans le top 10 de l'année précédente. Le combat commence, chaque dompteur pouvant utiliser 3 animaux. Ce dernier invoque d'abord une bête furtive d'eau de rang intermédiaire. Pour y faire face, Yan sort son phénix de haut rang. Soudain, Li Ji abandonne le round, au grand choc de tout le monde. Il révèle que le premier monstre était un appât pour faire sortir son phénix génial le plus embêtant. C'est sûrement son monstre le plus puissant, non? Sortant sa bête araignée de terre, Li déclare la défaite de Yan. Cependant, elle reste imperturbable et l'attaque directement avec son phénix, le faisant taire. En colère, Li dit à son monstre de tout donner et bloque toutes les attaques du phénix avec un bouclier impénétrable. Ensuite, la bête araignée active la prison de terre, piégeant Yan et le phénix dans une toile qui se resserre progressivement. Copiez le flow de Doflamingo. Mot pour mot, barre pour barre. Acculé, ce dernier est sur le point d'admettre sa défaite. Soudain, le phénix prépare une attaque, détruisant la cage. Les spectateurs sont choqués car cette attaque du phénix de rang 3 est le légendaire rayon polaire. Sous le coup de cette compétence de rang 8, la bête araignée est mise hors de combat en un seul coup. Le phénix monte en rang et les spectateurs qualifient Yan Ying de génie pour avoir élevé ces animaux de manière si exceptionnelle. Oui, c'est elle le génie, pour sûr. Li Ji est furieux de sa défaite et sort une bête démoniaque du vent à 4 ailes, féroce de niveau 5. Comme il a loué la bête par un certain procédé et ne l'a pas élevée lui-même, Li est de trop bas niveau pour la commander et s'évanouit sous la pression. Les enfants, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. La bête démoniaque incontrôlable bat le phénix de Yan Ying en un coup, et les arbitres se précipitent pour arrêter le combat. Cependant, la bête du vent est trop rapide, même pour leur oiseau du vent divin, et continue le carnage. Pour protéger son dresseur, le rat foudre arrête les attaques de la bête démoniaque et invoque un épéiste squelette mort-vivant pour la protéger. Alors que les spectateurs sont choqués de voir un type foudre utiliser des compétences de type démon, le rat foudre se précipite sur la bête démoniaque de haut rang 5. Les deux bêtes astrales s'affrontent férocement, rugissant et brisant le champ de bataille. Le résultat est révélé, le rat de foudre ayant gravement blessé la bête ailée devenue incontrôlable. Les arbitres voient que le rat de foudre a une forte intention de tuer, et que Yan Ying elle-même est choquée, pensant qu'il est lui aussi devenu incontrôlable. L'arbitre et son oiseau du vent divin se précipitent pour l'arrêter. Cependant, le rat foudre le frappe d'un choc de tonnerre de rang 8, l'arrêtant net. Cela met en colère l'oiseau du vent divin, et il forme un ouragan dans la zone.
l'arbitre ayant toutes les peines du monde à le contrôler dans cet état. Juste à ce moment, Yan Ying sort de son état de choc et rappelle son rat-foudre, le câlinant pour être un petit être si fort et si mignon. L'oiseau de l'arbitre s'arrête, réalisant que l'animal est finalement sous contrôle. Merde, une erreur aurait vraiment pu faire exploser toute l'arène. Arbitre inutile. Yan Ying est officiellement déclaré vainqueur, ce qui intrigue tous ceux qui ont vu cette performance incroyable. Pendant ce temps, Su regarde des vidéos d'autres éleveurs et comprend pourquoi Yan Ying était si choqué. Il réalise maintenant que l'augmentation de la capacité de combat d'un animal est extrêmement difficile dans ce monde. Il décide de filmer une vidéo pour attirer plus de clients. Alors qu'il y réfléchit, Fan Yujing, un membre de l'équipe de guerre du Loup Noir, vient le voir. Il a une demande pour Su. « Ça t'intéresse l'exploration ?» demande Fan. L'étoile bleue, ce monde, était une planète pauvre en eau dans les temps anciens. Un jour, des failles stellaires sont apparues dans son tissu spatio-temporel, reliant la planète à d'autres lieux inconnus mais connus. Les humains ont utilisé les ressources de ces endroits pour prospérer et bâtir des nations solides, mais la cupidité pour les failles de qualité a mené à des années de guerre civile, réduisant de moitié la population humaine. Voyant 70% des terres de l'étoile bleue devenir stériles, les humains restants ont formé un traité qui décrétait que les failles n'appartenaient à personne et se sont déplacés vers des zones stables sans elles. Là, ils ont dépensé leurs ressources pour élever des guerriers animaux afin de les envoyer explorer les failles stellaires à leur place. Fan raconte à Su que la nuit dernière, une faille est apparue près de leur ville de Longjiang et que son groupe des guerriers loups noirs est allé l'explorer. Cependant, ils ont été pris en embuscade et leur renard à queue de flamme de sang a disparu. Suite à cette déclaration, Su débloque une quête secondaire pour récupérer l'animal perdu, avec pour récompense un manuscrit de forge corporelle magique. Ça a l'air classe. Emmenant Su à son groupe, Fan le présente, en apprenant qu'il n'a que 18 ans, qu'il est autodidacte et qu'il n'a aucun intérêt pour l'exploration et qu'il n'est là que pour retrouver l'animal perdu. Le vice-capitaine du groupe, Li Ying, est en colère. Le chef, Fan Gangli, le calme et demande à Su de sortir son animal pour qu'il puisse jauger ses capacités. Il sort alors son bébé squelette. Les autres présents pensent que c'est une blague, mais Su leur assure qu'il est sérieux et démontre les capacités de son animal, brisant le sol sous leurs pieds. Ce bébé est vraiment costaud. Après avoir montré sa force, Su Ping est autorisé à s'inscrire comme explorateur temporaire et est emmené à l'entrepôt fédéral des pionniers. Là, il découvre des trésors extrêmement précieux et on lui demande d'en choisir quelques-uns pour se défendre. Cependant, Su surprend tout le monde en choisissant le trésor de niveau 1 pour la cultivation personnelle, une méthode d'entraînement de base. En se dirigeant vers la faille, Fan lui dit qu'elle a un niveau de danger B et qu'elle est peuplée de bêtes démoniaques. Un explorateur médaille d'argent, Lin Wukong, les attend là-bas. Il manque de tuer les deux en effrayant leur monture et parle avec le chef du groupe. Malgré l'avertissement de Fan de ne pas interroger Lin, Su lui demande des explications sur ses actions précédentes. Cause toujours. L'explorateur médaille d'argent ne le prend pas bien et le rabaisse, disant à Su de l'écouter sans poser de questions à l'intérieur. Le vice-chef Li Ying regarde les yeux de ce dernier et se sent intimidé, remarquant que le regard que Su lance à Lin est comme s'il regardait un mort. Il se demande si c'est vraiment la première fois de ce dernier dans la nature. Oh là là, il ne sait pas à quel point. Quand Fan lui dit de ne pas prendre les remarques de Lin personnellement, Su révèle que ce n'est pas le cas et qu'il est en fait d'accord avec son opinion sur le fait que la nature n'est pas un endroit pour n'importe qui. Alors que l'équipe entre, il tombe sur une bête tapir-tigre. Su le prévient de faire attention car il ne pense pas que ce soit vraiment un et que quelque chose cloche. Ignorant son avertissement, Lin se précipite pour l'attaquer et se rend compte que l'expert en animaux avait raison depuis le début, ce qui fait tuer son animal. Quel abruti. Le tapir-tigre se révèle être une bête spirituelle de niveau 7 qui attire ses proies en faisant la faible, accompagnée d'une dangereuse bête de lame de sang de niveau 9. Forcé de battre en retraite face au monstre, le groupe se voit proposer deux chemins, un à l'est avec des bêtes inconnues et un à l'ouest apparemment dégagé pour l'instant. Lin dit au groupe d'aller vers l'ouest, mais Su insiste pour aller vers l'est. Il sait quelque chose qu'ils ignorent.
Tous les membres du groupe sont en désaccord avec Su, mais le chef Gangli fait confiance à son jugement et part vers l'est. Bientôt, il réalise à quel point il avait raison. Les monstres de la région reculent tous à la vue de la bête démoniaque de sang, tandis que la bête elle-même cesse de les poursuivre, préférant que la bête spirituelle lui livre sa nourriture plutôt que de la chasser elle-même. Ensuite, il se dirige vers l'endroit où se trouve l'animal perdu. Le groupe aperçoit un monstre au bout de la vallée, et Su prend les jumelles de vision nocturne de Lin pour l'examiner. Il leur dit que c'est un spectre de la mort avec un niveau de puissance de 5 et qu'il faut continuer. Invoquant son petit squelette, Su surprend tout le monde en tuant instantanément le monstre grâce à la technique de sabre intermédiaire de son familier. Lin est jaloux parce qu'il lui vole constamment la vedette. On dirait un problème de vedette, j'imagine. Le groupe arrive à l'endroit où se trouvent les animaux perdus et fouille la zone. Il trouve le bras tranché d'un capitaine des loups noirs et Su demande à l'examiner. Lin le laisse jeter un coup d'œil, mais pas sans lui causer des problèmes d'abord. Le premier voit que le bras appartenait à quelqu'un mort depuis plusieurs jours, mais la blessure a encore une trace d'énergie sombre et dense. Su se demande si une autre bête démoniaque de haut niveau est dans le coin, mais il ne dit rien. Lin continue de le faire chier parce qu'il n'a rien trouvé. Vexé, Su lui fout une raclée. Ouais, lâche-toi. Furieux, Lin bondit pour tuer Su avec son épée. Cependant, il est arrêté par le bébé squelette de Su qui pointe son sabre vers lui. Li Ying menace Su de faire baisser l'arme de son animal, mais se fait rembarrer. Ce dernier libère son aura meurtrière, les terrorisant tous avec son intention de tuer. Réalisant que Su est prêt à les tuer tous, le chef du groupe s'excuse auprès de Lin en son nom. Su lui demande alors la permission de diriger la suite de l'opération et reçoit le feu vert. « Tiens, prends ça, c'est lui le chef maintenant. » À cet instant, ils reçoivent un signal de détresse et se rendent à l'endroit indiqué. Là, le groupe sauve 2 explorateurs, qui les mettent en garde contre un démon squelette. Soudain, le monstre qui avait tendu une embuscade au groupe du loup noir apparaît au même endroit. Alors qu'il tente de battre en retraite avec le couple, Lin fait tomber Su du véhicule, ainsi que la femme qu'ils viennent de sauver. Le mec a failli la sacrifier à son ego. Les deux sont sauvés par le vice-capitaine, alors que Lin est déçu. Déçu que Su soit encore en vie. L'homme qu'ils ont sauvé se révèle être l'explorateur médaillé d'or, Yi Chen-shan. Il demande au groupe de laisser leurs animaux astraux s'ils veulent vivre et leur offre une compensation supplémentaire pour leurs efforts. Soudain, Su descend du véhicule avec son bébé squelette, ce qui fait croire à Lin qu'il essaye juste de jouer au héros idiot. À ce moment-là, le groupe est encerclé par une armée de monstres squelettes. Pourtant, il n'attaque pas. Il s'avère que cette armée obéit à Su, qui a utilisé l'asservissement d'âme morte de son bébé squelette. Ce mec est trop fort. Activant son intention de tuer, Su mène l'attaque contre le diable squelette, qui poursuit le groupe. Le bébé squelette parvient à blesser la bête, ce qui choque les explorateurs. Tous les autres se joignent au combat pour aider Su, forçant Lin à faire de même à contre-cœur. Grâce à leurs efforts collectifs, le groupe réussit à affaiblir le squelette démon. Alors que la bataille semble toucher à sa fin, les côtes de la bête s'ouvrent. L'explorateur médaillé d'or Ye Chen-shan lève soudainement son bouclier pour défendre le groupe, annonçant qu'il s'agit de l'attaque de niveau 8, choc mental. Ils arrivent à s'en sortir, mais tous leurs animaux astraux sont assommés et impossibles à rappeler à cause de la distance. Le diable squelette utilise la régénération de ses membres pour se remettre de tous les dégâts subis. Désespéré, Ye tombe au sol. On dirait qu'il a quand même eu un choc mental. Alors que le diable s'apprête à achever le groupe, Su appelle son bébé squelette, le seul animal encore debout pour le défendre. Il explique que son animal a utilisé le cri du cadavre, une attaque par onde de choc, en même temps pour annuler le choc mental. Alors que le chef Gangli se demande à quel point Su est vraiment doué, le diable squelette charge l'annihilation de la mort de niveau 9 pour tout vaporiser dans 1 kilomètre. Lin commence à fuir immédiatement, clairement, pas encore prêt à mourir. Cependant, Su tient bon et appelle son animal en criant « Maintenant !». À ce moment-là, le bébé squelette déborde d'une énergie démoniaque et fonce sur le point faible du diable, le faisant exploser. Le combat est enfin terminé. Su Ping et son squelette bébé se tiennent victorieux, ce dernier montant de niveau et maîtrisant le maniement avancé du sabre. Ce combat
combiné à ses innombrables expériences de mort, a confirmé la théorie de Su, selon laquelle chaque type démoniaque a un noyau à détruire pour les éliminer. Alors que le groupe est encore sous le choc de cet exploit, le squelette bébé utilise la magie des marionnettes et transforme le monstre squelette vaincu en son esclave, le boss bébé. Ensuite, le capitaine annonce de continuer la recherche du renard à queue de flamme sanglante. Juste à ce moment-là, Su leur dit d'attendre parce qu'il a quelque chose à faire. Il s'approche de Lin et lui coupe le bras, le faisant déguerpir, et le menace de le tuer pour de bon s'il se montre encore. Tu as ce que tu mérites. Pendant que tout le monde se demande ce qui lui a pris, la femme qu'ils ont sauvée plus tôt pense que Su a pris la bonne décision, car Lin est un homme mauvais et haineux qui va faire tuer tout le monde. Ensuite, ils arrivent à la grotte où se trouve l'animal disparu. La mission terminée, le capitaine dit de rentrer, mais Su lui dit qu'il sent quelque chose de caché dans la grotte. Le groupe ne semble pas intéressé par le cristal mystérieux qu'il trouve, car c'est le boulot du gouvernement, et il rentre. Cependant, Su Ping le prend avec lui parce que bébé squelette semble l'adorer. La quête est enfin terminée, et Su obtient un manuscrit divin du corbeau doré. Après être rentrés, la femme qu'ils ont sauvée se révèle être Lu Guishu, instructrice principale à l'académie Fengshan. Elle l'invite à l'académie pour rencontrer le directeur, mais il n'est pas intéressé par l'école et refuse poliment. Lu regrette de ne pas avoir dit clairement à Su qu'elle allait l'inviter à être instructeur. Sois plus directe, femme. Plus tard, il inspecte le manuscrit et voit que c'est la méthode de cultivation pour former le corps des corbeaux dorés des démons divins anciens, assez puissants pour écraser des étoiles. Alors que Su est sur le point d'accepter, le système l'avertit que le processus horrible va remodeler son corps et nécessite une grande puissance astrale ainsi que des matériaux extensifs. C'est pas rien. Cependant, seul l'intérieur de son corps changera et il n'a pas à s'inquiéter de son apparence pour continuer sa vie normale. Se demandant s'il a même une vie normale dans ce monde, Su accepte. Su Ping reçoit toutes les récompenses de mission de l'entrepôt fédéral. Il obtient une nouvelle armure ainsi que suffisamment de matériaux pour obtenir la première couche du corps divin du corbeau doré. Se demandant quoi faire du minerai mystérieux qu'il a collecté dans la faille, Su demande au système s'il peut modifier les cuves de soins en l'utilisant pour annuler les coûts d'énergie. Cela débloque de nouvelles permissions, donnant à Su la capacité de former la cuve de soins d'ombre avec des effets spécialement adaptés aux animaux de type démon. Oh non! Le mec est sur le point de devenir encore plus puissant. Malgré tout ça, la boutique de Su n'a pas vraiment décollé ces derniers temps. Pour y remédier, il appelle Yan Ying et lui demande de tourner une courte vidéo avec elle pour se faire connaître. Son esprit pense que c'est un tout autre type de vidéo, mais elle accepte quand même parce qu'elle veut se rapprocher de lui. Non, pourquoi c'est la première chose qui lui est venue à l'esprit? Attends, elle a accepté. Elle est facile. Yan Ying arrive à la boutique de Su, habillé pour l'occasion. Il lui dit d'invoquer le rat foudroyant avant que le tournage puisse commencer, ce qui lui fait avoir des pensées extrêmement scandaleuses. Meuf, faut sortir de la tête des égouts. C'est quoi ce bordel? Après que Su révèle que c'est pour une vidéo promotionnelle pour sa boutique, elle se sent comme une idiote. Ensuite, Yan l'invite à venir avec elle pour un match final contre le champion Ye Hao, avec sa bête dragon serpent argenté de lignée de 9e ordre, qui a vaincu son rat foudroyant la dernière fois. C'est quoi ce bordel avec ces noms, mec? Pensant que c'est une super occasion de se montrer, Su accepte son invitation. Su et Yan arrivent à l'académie de la montagne du Phénix. Là, Ye Hao la rencontre et lui dit de ne pas utiliser le rat foudroyant dans leur prochain match, car sa bête dragon pourrait s'emballer. Su lui dit de ne pas s'inquiéter, car le rat foudroyant n'aura plus peur même d'une bête roi, encore moins d'une bête dragon qui n'est même pas encore adulte. Yi Hao demande son identité et apprend que c'est lui qui a élevé le rat foudroyant. Yan dit à Su qu'il est un gros dépensier pour ses animaux de compagnie, ce qui le fait élaborer un plan. C'est l'heure de l'arnaque. Il fait croire à Yi Hao que sa boutique est populaire et demande 500K pour lui permettre de sauter la file. Su attaque son ego, le convainquant d'accepter l'affaire pour ce montant absurde, à condition que le rat foudroyant gagne contre sa bête dragon. Le mec a mordu à l'hameçon, ligne et plomb. Pendant ce temps, la sœur de Su, Ling Yue, a battu son adversaire lors de sa prestation, préparant enfin le terrain pour le combat final. Les deux concurrents entrent dans l'arène et sortent leurs animaux. Ling Yue
est choquée de voir son loser de frère sur scène. Pourquoi si méchante? Su effraie le rat foudroyant avec sa présence, tandis que tout le monde pense que le serpent foudroyant de Yi-Hao en est la cause. Enfin, la bataille commence, et Yan utilise son phénix pour attaquer. Cependant, même son attaque la plus forte est inutile et ne fait aucun dégât. Le serpent argenté commence alors sa contre-attaque, libérant du feu, du vent et de la glace en même temps. Ce coup est trop puissant pour le phénix, et il est vaincu. Juste à ce moment-là, Su réveille l'instinct de tueur du rat foudroyant. Utilisant éclair de tonnerre et griffe nécro, il réduit la distance entre lui et le dragon, blessant ce dernier. Yi-Hao fait utiliser à son serpent son souffle gelé, transformant tout le champ de bataille en glace. Su dit au rat foudroyant d'utiliser la combo qu'il lui a apprise pour frapper le point faible de la bête, sa bouche. Le rat utilise la foudre pour briser la glace, et enchaîne avec 3 clones. Le serpent tue les 3, car l'un d'eux doit être un faux. Cependant, il y en avait un 4e qu'il a manqué. Le rat original frappe la bouche du serpent, choquant tout le monde par ses mouvements, bougeant comme Michael Jackson à son apogée. Frustré, Yi-Hao ordonne au serpent d'attaquer directement Yan et Su. « Hé, ils sont gelés! Injuste !» Cependant, l'attaque est arrêtée par le rat foudroyant, peu importe. Il utilise brisure de tonnerre pour attaquer le serpent, le vainquant avec un puissant rayon de foudre. Après avoir vaincu le dragon serpent argenté de Yi-Hao, je n'arrive toujours pas à croire que c'est le vrai nom, Yan et Su sont félicités pour avoir gagné le match annuel. Alors que Yan est simplement en état de choc à cause de leur victoire, Su Ping décide de faire l'idiot en tant que vainqueur. Il se tourne vers Ye Hao et demande quand il peut s'attendre aux 500 000 qu'ils ont pariés. Hao lui dit qu'il les aura bientôt et pose ensuite une question. Est-ce que sa bête dragon serpent argenté peut être entraînée pour être aussi forte que le rat foudroyant? Lol, bien sûr, assure-toi juste d'attendre ton tour. En disant cela, Su s'en va. Sacré vantard. Après avoir vu la performance de Su dans le match, plusieurs recruteurs s'intéressent à lui et veulent gagner sa loyauté. Pour ça, Yan et Su sont obligés d'attendre dans le bureau du vice-principal pendant que les recruteurs viennent leur parler. Su Ping fait ce qu'il veut par contre. S'il doit attendre, il va le faire aussi confortablement que possible. Il pique un siège VIP et boit le thé du bureau. Alors que Yan pète un câble à cause de l'attitude irrespectueuse de Su, 3 capitaines de corps entrent dans le bureau et rencontrent Su. Avec eux viennent Lu et le vice-principal. Le principal commence à le lécher, pensant que Su est un étudiant de l'académie. Lu, par contre, explique qui il est vraiment, et que c'est lui qui l'a sauvé lors de la récente expansion de la frontière. Après avoir entendu ça, tous les capitaines de corps se dépêchent de faire des offres ridicules dans l'espoir de le recruter. Genre, les gens bossent toute leur vie pour ces opportunités, tellement ridicules. Alors naturellement, Su les refuse tous. Attends, quoi? Tout ce qui l'intéresse, c'est sa boutique et sa cultivation. Quand on parle d'un homme simple, avec ça en tête, Lu fait sa propre offre. Su peut être instructeur à leur académie avec juste un cours par semaine. En bonus, il aura un accès illimité à toutes les ressources de l'académie. Des ressources. Exactement ce dont il a besoin pour cultiver le corps divin démoniaque du corbeau doré. Il est partant, et ça donnera une meilleure réputation à sa boutique. Donc c'est cool aussi. Pour sa nomination comme instructeur à l'académie, Su doit d'abord affronter un grand ennemi. Peut-être l'être le plus détesté par les jeunes dans n'importe quelle institution éducative. Des tests? Ouais, apparemment il y en a beaucoup s'il veut obtenir le boulot. Heureusement, le vice-principal Lèchebot est là pour le sauver de Lu. Il dit que les accomplissements de Su parlent d'eux-mêmes et qu'il pourra enseigner très bien avec un peu d'expérience. Tout ce qu'il doit faire, c'est passer leur test de conditions physiques. Super affaire, non? Eh ben ouais, mais Su voit clair dans le jeu du vieux. C'est une tentative de réduire ses avantages si son niveau n'est pas assez élevé au test. Les 3 se rendent sur le terrain de test avancé de l'académie et on montre à Su son test. Il doit combattre White Marsh, un énorme cerf robotique. Chèvre. Peu importe ce que c'est, ça a l'air super flippant à cause du visage robotique sous son cou. Bref, le test de Su est de tenir dans un combat pendant au moins 1 minute contre le robot sans utiliser d'animal de compagnie. Une fois le test commencé, Su est obligé d'esquiver un tas d'attaques énergétiques de White Marsh. Quand il peut pas esquiver, il utilise bouclier stellaire pour bloquer.
Malheureusement, son bouclier n'est pas assez fort et se brise vite sous les attaques. Après ça, Su se fait secouer comme un prunier par le robot. Alors que le vice-principal note que 20 secondes se sont écoulées, Su est attrapé dans les liens de White Marsh. Pendant que Lu regarde, le robot l'engloutit dans une vague de feu, si intense qu'ils peuvent même pas le voir. Elle dit au VP d'arrêter le test, mais le vieux con dit juste que Su n'a pas encore appelé à l'aide. Il va probablement bien. C'est pas comme s'il se faisait griller. Non, monsieur. Cependant, même lui s'inquiète quand 10 secondes complètes se sont écoulées, et White Marsh n'a pas arrêté ses flammes. Elles sont censées devenir plus fortes à chaque seconde qui passe. Sûrement que Su ne peut plus être conscient là-dedans. On dirait que quelqu'un ne sait pas qui est le personnage principal ici. Une lueur dorée entoure le corps de Su, et il s'échappe des liens de White Marsh. Avec un seul coup de poing surchargé, il réduit le robot en miettes et réussit le test. Ensuite, la pop-up du système apparaît pour lui dire que son corps de bête divine du corbeau doré de niveau 1 est encore instable. Ouais, un peu comme ces noms ridicules. Du coup, il peut seulement utiliser une petite partie de son pouvoir dans des situations spécifiques. Donc ça, c'était une petite partie de son pouvoir. Wipe, clairement surpuissant. Alors que Su admire son pouvoir, le robot détruit annonce son évaluation de niveau de combat. Il est niveau 7 supérieur. Après avoir vu la victoire écrasante de Su, le vice-principal lui offre immédiatement un poste d'instructeur senior et lui dit qu'il lui enverra un certificat électronique d'instructeur. Alors que Su part, Lu et le VP discutent des détails du classement que White Marsh lui a donné. Alors que son attaque et sa défense sont de 8e ordre, il n'a qu'une puissance de 3 étoiles. Le VP croit que ça doit être parce qu'il a appris un art martial secret, mais qu'il ne le pratique pas depuis longtemps. Il dit à Lu qu'elle doit trouver la personne qui lui enseigne, car il doit avoir un maître. Aussi, elle devrait trouver sa boutique. Cependant, Su n'est pas encore parti. Attendez, vous avez dit quoi? Su passe la tête par la porte, et leur dit qu'ils n'ont pas besoin d'agir si suspect. Il va juste leur envoyer l'emplacement de sa boutique. De retour chez lui, la mère de Su s'inquiète de son état abîmé après le test. Aussi, parce que ses vêtements ont disparu. Se faire rôtir comme une dinde fait ça. Su va dans sa chambre pour se changer quand sa sœur débarque. Oh là là, j'ai assez vu d'anime pour savoir où ça va. Après avoir embarrassé sa sœur pour qu'elle sorte et s'être fait écraser les noix, Su apprend que sa force physique n'est actuellement que de niveau 3 supérieur. Plus tard, à table, Su parle de son éveil de lignée et de son squelette de bébé familier à sa mère et sa sœur. Su apprend encore plus pour confirmer que l'hôte de ce corps avant lui était complètement nul. Apparemment, il a emprunté de l'argent à des prêteurs sur gage dans le passé. Le lendemain, Su salue un client dans sa boutique d'animaux. Cette femme s'intéresse à l'élevage de souris de foudre, ou comme Su les appelle, des rats de foudre. Quand Su lui dit qu'il ne peut pas élever plusieurs souris de foudre du même niveau que Yann, elle s'agace. La femme croit que Su est un arnaqueur et se tourne pour quitter la boutique. Juste à ce moment, Su reçoit une pop-up du système. Puisque les doutes de la femme sur la boutique ont nui à son statut, Su a reçu la permission de mener une formation professionnelle. La formation professionnelle montre une récompense d'une pilule de force originelle de qualité moyenne, ainsi qu'un livre aléatoire de techniques de combat divines et démoniaques. Ça a l'air génial pour Souping, du moins, jusqu'à ce qu'il réalise le piège. Les frais pour cette formation sont 100 fois ceux d'une formation normale, donc ouais, c'est pas génial. Cependant, il a bien l'intention de profiter de cette opportunité. Se tournant vers la femme qui a commencé à sortir du magasin, il lui dit qu'il peut faire ce qu'elle veut. Il n'était juste pas sûr qu'elle puisse se le permettre, c'est tout. Quelle finesse! Après tout, la culture de souris de foudre qu'elle demande coûte 1 million. Ah, il y en a qui sont gourmands. La femme doute de la légitimité de la boutique dessus en entendant ça. Heureusement, il a exactement ce qu'il faut pour la convaincre. Son statut d'instructeur à l'académie Fengtian. L'endroit où elle est en fait une étudiante. C'est certainement pratique. Alors que la femme s'excuse constamment de l'avoir offensé, Su lui dit simplement de préparer l'argent pour qu'il puisse entraîner son familier. À sa surprise, elle a vraiment l'argent. Apparemment, c'est une gosse de riche. La vie est juste pas juste, hein. Bref, Su prend le familier qu'elle veut qu'il entraîne, un Scorpig, et lui dit de venir le chercher dans un mois.
À ce stade, la femme est convaincue que Su est un enseignant très généreux et gracieux. Ouais, bien sûr, on va dire ça. Après son départ, Su s'inquiète de ce qu'il va faire avec ses points. Le 1 million qu'elle lui a transféré a été converti en 10 000 unités d'énergie. Avec ça, il peut soit améliorer la piscine spirituelle, soit la boutique spirituelle, soit entraîner son Scorpig. Décision difficile. Heureusement, il est le personnage principal. Le système lui dit qu'une boutique spirituelle améliorée lui donnera la capacité de clonage. Avec ça, il pourra envoyer des clones dans des sites de cultivation contre la moitié de ce qu'il en retire. Comme tout protagoniste décent qui vient de découvrir une capacité surpuissante, Su décide d'en abuser à fond. En seulement 20 jours, il va entraîner tellement de familiers avec cette capacité qu'il sera plus riche que jamais. Après avoir accepté une tonne de clients, Su Ping se dirige vers une zone d'entraînement qui est un véritable enfer de flammes avec un tas de familiers de type feu. Grâce à leur affinité, cet endroit leur donnera le plus d'avantages. Avec un clone qu'il crée en utilisant 200 d'énergie, Su mène les animaux à une piscine de lave. Et ensuite, ils se baignent dedans. C'est quoi ce bordel? Alors le truc du corps du corbeau doré est sorti la dernière fois qu'il se faisait brûler aussi. Apparemment, il n'est tout simplement pas affecté par la chaleur extrême. Sympa. Pendant qu'il trempe dans la lave, Su fait sauter ses animaux avec lui. Et il meurt. Et il les fait recommencer, et il meurt encore. Tu vois le truc. Il les fait mourir encore et les ranime à chaque fois pour continuer. Ça ressemble vachement plus à de la torture qu'à de l'entraînement. Tant pis. Avec sa boutique, qui attire plus de clients que jamais grâce à sa réputation, Su a réussi à récupérer tout son investissement énergétique. En quelques jours seulement, au lieu de 20. Avec ses emplacements d'animaux remplis, Su décide d'améliorer son bassin d'élevage d'esprit du chaos. Après avoir déduit les 10 000 points nécessaires, il lui reste 1650. Maintenant, son bassin a une chance sur 1 million d'élever un animal de la lignée des bêtes rois. De super chances, c'est sûr. En plus, ça coûte 1000 d'énergie par reproduction. Donc c'est en gros un jeu gacha avec des taux encore plus pourris. Et comme tout accro au gacha, Su décide de tenter le coup. S'il n'obtient pas une bête royale, il doit au moins avoir un animal de 6e grade. Contrairement à l'accro moyen au gacha, Su a une chance de ouf. Dès son premier élevage, il obtient un dragon du purgatoire de rang 9. Une fois le contrat signé, il file à son premier jour de cours à Fengshan. Il est presque en retard. À l'académie, il arrive juste à temps sur son nouveau dragon de compagnie. Ici, le directeur du département des opérations de l'université semble en avoir après Su. Lui et Lu escortent Su jusqu'à la classe où il va enseigner, la classe où sa petite sœur est élève. Ouais, ça va bien se passer. Une fois qu'ils entrent dans la classe et présentent Su comme le nouveau professeur, elle pète un câble avant de se reprendre. J'avais raison. Pendant ce temps, les autres élèves insistent pour voir une preuve du prétendu pouvoir de Su. Le directeur est plus que prêt à suivre ce plan, car il a lui-même des doutes sur Su. Il lui dit de démontrer le pouvoir de son familier sans aucune inquiétude. Su invoque son petit squelette, le premier familier qu'il a dressé lui-même. Les étudiants, bien sûr, se mettent à rire de ce qui semble être un animal de compagnie super faible. Mais sur ordre de Su, le petit squelette active l'escrime avancée et fend la salle de classe en deux. Ça va les faire taire, j'imagine. Avec cette démonstration de puissance, toute la classe se tait de peur et se soumet à Su. Mais ils n'apprennent pas grand-chose en cours, trop concentrés sur l'énorme fissure dans le sol. Ouais, ça va faire ça. Après les cours, le proviseur adjoint en personne conduit Su à son magasin. Là, il tombe sur Chen Shan et les trois s'assoient pour prendre le thé. En discutant, le proviseur adjoint fait une demande à Su. Il veut qu'il participe à la Ligue élite mondiale qui commence bientôt. Un tournoi qui a lieu tous les 3 ans. La gloire et les avantages du tournoi sont énormes, et il pourrait même être formé par un maître légendaire de combat de familiers. Ouais, pas intéressé. Su s'en fiche complètement d'avoir autant de gloire. Ça ferait juste de lui une cible pour un tas de gens, après tout. Shen Shan a un autre atout dans sa manche. La tentation de l'accompagner pour voyager dans des lieux cachés s'il participe. Ce sont 3 royaumes secrets, avec des artefacts et des bêtes incroyables à l'intérieur. La plupart des choses récupérées à l'intérieur sont inestimables. Su, toujours opportuniste, décide de se lancer. Tant pis pour être une cible, les ressources sont ce qui compte. Il va les rejoindre. Après la réunion avec Chen Shan,
Su essaie de trouver les royaumes secrets avec l'aide du système. Malheureusement, même lui ne peut pas l'aider. Au lieu de ça, il choisit un autre royaume, la terre de l'héritage du roi dragon, pour son dernier entraînement. Su passe un contrat avec un chien familier Ojetsu de premier ordre dont il s'occupe. Son maître est mort subitement, donc le chien est à lui maintenant. Avec le chien, son bébé squelette dragon et le scorpique, il entre dans la terre de l'héritage du roi dragon. L'entraînement dure 7 jours. Autour d'eux, il voit le squelette d'un énorme dragon et une tour avec 9 sections. Soudain, une voix parle depuis le squelette. Le test d'héritage YUN a été lancé. Le dragon a autrefois perdu 109 écailles qui se sont dispersées dans différentes parties du continent. À cause de la pollution, elles ont créé des monstres. La tâche de Su est de purifier ces 109 écailles pour que le dragon puisse récupérer l'âme du roi. Pour ça, il doit monter les sections de la tour et atteindre le sommet. Là, il aura l'examen final de l'héritage. Ça a l'air facile, non? Eh bien non. Dès qu'il entre dans la tour, Su ressent une pression incroyable qui l'écrase. Pour empirer les choses, son chien a disparu et il entend une voix étrange. Est-ce que c'est un fantôme? Lol, pas possible, ça n'existe pas. Maman, viens me chercher, j'ai peur. Ok, ouais, il n'existe pas, Dieu merci. C'était juste un tour de l'obscurité. La seule chose sur le sol, c'est un tas de statues. Elles essayent de le tuer, le bébé squelette le défend, et il meurt quand même. Super, quoi. Après avoir ressuscité, Su réalise le vrai but du test du premier étage. Les couilles. C'est-à-dire le respect, la confiance et le cran. Ouais, ça. En montrant sa détermination, il est autorisé à continuer. Vers la fin de l'étage, un dragon fonce sur lui. Mais Su voit clair dans son jeu. Tout ça n'est qu'une illusion. Et donc, sans trop de problèmes, Su réussit à franchir toute la tour. Pas assez intéressant pour montrer tout ça, donc sache juste qu'il est un badass. Oui! Le lendemain, il arrive à sa boutique et voit une foule de gens qui l'attendent pour l'ouvrir. De loin, la sœur de Su regarde, confuse de voir pourquoi ces gens montrent autant de respect. Puis, surprise, Ye Hao arrive sur les lieux. Alors que la foule s'écarte pour le laisser passer, il s'approche de Su Ping qui ne le reconnaît pas tout de suite. Lol. Insulté et décidant de lui rafraîchir la mémoire, Ye Hao invoque sa bête dragon serpent d'argent foudre. Non débile. Alors que Ye essaye d'intimider Su, tout le monde dans le coin est impressionné par la puissance qu'il sent émaner de la bête dragon serpent d'argent foudre. Le vrai but de Ye ici, cependant, est de faire entraîner sa bête par Su. Su le sait, mais il ne peut pas gérer un familier de haut niveau comme celui de Ye Hao pour l'instant. Il doit d'abord terminer un entraînement professionnel et améliorer sa boutique au niveau 3. Et l'améliorer nécessite d'agrandir la boutique à une superficie de 3000 pieds carrés. Eh ben c'est dommage. Il ne peut pas non plus l'admettre, car ça nuirait à la réputation de sa boutique. Ouais, pas la meilleure situation où se trouver. Alors que la foule commence à jaser sur la puissance d'une bête dragon serpent d'argent foudre, des doutes surgissent sur la capacité de Su à la gérer. Pensant vite, Su trouve un moyen de dissiper ses doutes. Il invoque le dragon du purgatoire et fait mettre tout le monde à genoux. Ça inclut même le familier de Ye Hao. Pour prouver que son familier est meilleur, Su souligne la différence de leur pouvoir. Le dragon serpent d'argent foudre a dû travailler dur pour devenir la bête incroyable qu'il est aujourd'hui. Son dragon du purgatoire, par contre, n'est encore qu'un bébé. Il est né avec ce pouvoir. Voilà comment humilier tes adversaires, mec. Chier. Su dit juste à Ye Hao que le tour de son familier viendra, donc il doit juste attendre pour l'instant. Ah, le pouvoir de bluffer pour se sortir d'un mauvais pas. Pendant ce temps, la sœur de Su est choquée de voir à quel point son frère semble être devenu fort. Ce soir-là, Su Ping se retrouve face à un énorme problème. Trouver l'argent pour agrandir sa boutique à 300 mètres carrés. En vrai, ça va probablement coûter au moins 10 millions. Comment diable est-ce qu'il est censé gagner autant d'argent? En essayant de trouver une solution, Su se retrouve à avoir un trou de mémoire. La seule façon qui lui vient à l'esprit pour que ça marche, c'est d'utiliser son statut d'instructeur senior. Dans le district de Shangcheng, à Longjiang, Xu Shuquang, l'expert en animaux de 3e année de l'Académie War God, reçoit un message. Su Ping arrive à Shangcheng chez Su Quang. Les gardes sont d'abord impolis avec lui, mais ils le laissent entrer tout de suite quand il dit qu'il est l'invité de Xu Quang. À l'intérieur,
On le mène vers un immense champ de bataille où Xu Kuang combat un robot d'entraînement. Alors que le robot fonce sur lui, Xu Kuang rassemble son pouvoir stellaire et transperce la machine d'un seul coup de poing. Ces trucs, ça coûte pas une fortune, mais pour qui je me prends, ce gars est clairement trop riche pour s'en soucier. Une fois qu'il a fini, l'homme se tourne enfin vers Su Ping, et là, il est déçu. Il avait demandé le meilleur instructeur de toute l'académie Fengshen. Ce type n'est qu'un gamin. Oh là là, il va en avoir une surprise. Su Ping lui assure qu'il est bien le meilleur instructeur disponible, et qu'il peut apprendre 2 ou 3 trucs à Xu. Xu, cependant, est offensé par ça. D'après ce qu'il ressent, Xu n'a pas du tout le même niveau de pouvoir stellaire que lui. Pour prouver sa propre puissance, Xu provoque Xu en combat simulé. Il l'incite à l'attaquer avec le coup de poing le plus puissant qu'il ait. Mais quand Xu essaie de concentrer le pouvoir stellaire dans son poing, il trouve que c'est trop difficile à maîtriser correctement. La puissance des étoiles dans la zone a été perturbée. Xu comprend vite que c'est Su Ping qui a causé ça. Là, il commence à réaliser que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Tu m'étonnes. Curieux de savoir qui est Su, il demande le titre du garçon. Su lui dit simplement qu'il n'est pas assez qualifié pour poser ce genre de questions. Puisqu'il a de toute façon un instructeur puissant, Su accepte et décide de continuer le combat simulé. Il invoque 2 familiers, un Swamp Chaser et un Soul Eater. Ça n'a pas l'air menaçant du tout. Alors qu'ils essaient de le tromper et de l'attaquer, Su montre les fruits de son entraînement. Grâce à son séjour dans le royaume des dragons, il peut désormais accéder à 70% de la puissance du corps du corbeau doré. Grâce à ça, il attrape l'énorme Swamp Chaser et le jette au loin à main nue. Pendant que le Swamp Chaser récupère, le Soul Eater attend que Su fasse le premier mouvement. Sale campeur. Après avoir complètement démoli les familiers de Su Kuang, Su lui explique les raisons de leur défaite. Entre leur manque de travail d'équipe et leur dépendance excessive à leur grande puissance, ils ne tiendront pas longtemps face à un adversaire plus expérimenté que Xu Kuang. Dur, mais juste. Pour l'aider à résoudre ses problèmes, Su lui présente un objet. Le légendaire Hades Bone Lotus. Cet objet est le meilleur moyen d'améliorer la perception des familiers morts-vivants de Xu. Pour 1,2 million, Su lui vendra cet objet ainsi que de la nourriture pour familiers. Bien que cela semble cher, Xu remarque que c'est en fait un bien meilleur prix que ce qu'il obtiendrait sur le marché pour la même chose. De plus, Xu va aussi lui vendre de la nourriture pour familiers. Comme ces familiers sont de la classe rare et peu appréciée des morts-vivants, il est normalement très difficile de trouver ce qu'il faut pour eux. Xu était on ne peut plus reconnaissant. Il a vite changé de ton. Après avoir terminé avec Xu rentre chez lui et trouve un festin préparé par sa mère. C'est la première fois depuis une éternité que ses sœurs lui ont laissé de la nourriture. Je suppose qu'elle le déteste un peu moins maintenant. Ensuite, dans sa chambre, Xu s'inquiète de la façon d'augmenter sa puissance le plus vite possible. Comme une pilule de force l'aiderait, il ouvre la boutique du système. Cependant, en raison de leur rareté, les pilules de force ne sont pas très souvent en boutique. En utilisant 100 points d'énergie, il rafraîchit la boutique. Soudain, un objet appelé l'anneau de capture de grade intermédiaire apparaît. Avec un coût de 10 000 points d'énergie, cet anneau a 25% de chance de capturer instantanément une bête de 9e ordre. Jugeant que ça vaut le coup, Xu l'achète tout de suite. Puis, il rafraîchit la boutique à nouveau. Cette fois, un manuel de compétences de base en contrôle spirituel apparaît. Ça a l'air utile. Intéressant. Combien ça coûte ? 50 000 d'énergie. C'est tellement cher. Mais alors ça doit être super utile aussi, non ? Et si c'est même pas si bien que ça ? Xu a assez d'énergie pour acheter ce livre seulement s'il décide de le faire. Il devrait le prendre ? Il le prend, sans hésitation. Et il s'avère que c'est plutôt utile. Ça lui permet d'utiliser son pouvoir stellaire pour manipuler les objets autour de lui. C'est presque comme une forme de télékinésie. Sacrément cool. Vu comment ça marche, il pourrait même créer des objets solides en condensant suffisamment son pouvoir stellaire. Malheureusement, c'est exclu pour l'instant. Malgré que ce soit une capacité surpuissante, il ne peut produire qu'environ 100 kg de force pour l'instant. Ce n'est pas vraiment la technique la plus adaptée au combat. À ce stade, il regrette d'avoir pris ce fichu livre au lieu de continuer à chercher une pilule de renforcement dans la boutique. Eh mec, t'as fait ton choix, faut vivre avec maintenant. Le lendemain,
on voit Su Ping foncer vers l'académie Feng Shen sur son vélo. Comme souvent, il est presque en retard pour quelque chose d'important. Mais en arrivant à l'académie, il trouve quelque chose qui attire son attention. Des étudiants de première année se font embêter par des élèves de l'académie Jianlin. Alors qu'il s'apprête à frapper les gamins, Su intervient et attrape un des harceleurs par le poignet. Fixant les harceleurs du regard, il ordonne simplement de relâcher les enfants. Alors que les brutes commencent à manquer de respect, Su écrase le poignet du garçon qu'il a attrapé. Une fois de plus, il ordonne de les relâcher. « Oh, vous avez vraiment foiré là !» Les élèves de Feng Shen sont choqués et soulagés par l'apparition de Su. Ils s'apprêtent à dire qui il est, mais Su leur dit de se taire. Ces brutes peuvent penser ce qu'elles veulent de lui. Ça rendra juste plus satisfaisant de s'occuper d'elle. Oh, il va y aller fort. Défonce-les, mon grand. Les brutes essaient de se moquer dessus parce qu'il arrive à vélo. Et lui disent qu'il devrait vraiment plus travailler ses jambes. C'est littéralement ce que fait un vélo, bande d'abrutis. En utilisant un peu de son pouvoir stellaire, Su Ping enfonce le chef des brutes, Dai, dans le sol. Alors que les autres pensent qu'il a juste trébuché, Dai et quelques autres comprennent que c'est l'œuvre de Su Ping. Alors que Su continue à raconter des conneries aux brutes, Dai perd son sang-froid et décide de se mettre sérieusement. En avançant, il invoque son familier, un ours assis à poils dorés. Mon Dieu, je déteste les noms. Contrairement à ce qu'ils attendaient, Su reste imperturbable. Comme il est presque en retard pour son cours, il dit aux gars de venir tous en même temps. Dans le bureau du proviseur adjoint, Lu et le VP parlent avec le proviseur et le VP de l'académie Jianling. Les deux écoles ont une sacrée rivalité entre elles, et c'est aussi fort entre leurs dirigeants qu'entre leurs élèves. Alors qu'ils discutent de leur prochain tournoi, les élèves de Jianling entrent dans le bureau. Avec leurs fesses réduites en bouillie, quand leur proviseur exige de savoir qui a fait ça, Dai s'avance avec une déclaration audacieuse. Il dit qu'un élève de Feng Tian les a attaqués sans raison, alors qu'ils voulaient juste se faire des amis. Par peur de Dai, les autres élèves le soutiennent et sont d'accord avec son mensonge. Avec le proviseur et le VP de Jianling furieux, Lu et le VP de Feng Tian s'empressent d'essayer de trouver l'identité de leur agresseur. Les prochains mots de Dai, cependant, font marquer une pause considérable au VP. Le nom de l'agresseur était Su. Pendant qu'il s'entraîne dans son atelier, Su reçoit un appel vidéo du VP de Feng Tian. Après avoir parlé de l'incident avec les élèves de Jianling, il dit à Su qu'il comprend qu'il a dû avoir ses raisons pour ce qu'il a fait. Mais les élèves qu'il a blessés étaient des participants au prochain tournoi entre Jianling et Feng Tian. Pour l'instant, il ne devrait pas s'approcher de l'académie. Même le VP ne pourra pas le protéger de Jianling s'il le fait. Les élèves de Feng Shen qu'il a sauvés ne sont pas en état de confirmer sa version des faits. Bon, au moins il est plutôt sympa à ce sujet. Su croit qu'il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Peu de temps après avoir raccroché, il envoie un message à Xu Kuang. Le jour du tournoi arrive rapidement. Alors que Feng Shen compte 5 maîtres de familiers de 3e année comme participants, dont Ye Hao et Yan Yong, Jianling n'en a qu'un seul. Cela provoque un grand tollé dans le public sur la raison pour laquelle les autres participants de Jianling ne sont pas présents. Parce que ce sont des abrutis, voilà pourquoi. La foule rugit sa désapprobation face aux soi-disant tactiques sales de Feng Tian en attaquant leurs autres participants. Yi Hao décide que c'est vrai que ce serait injuste et demande à leur adversaire, Lu, de reporter le tournoi, au moins jusqu'à ce que ses coéquipiers soient rétablis. Cependant, Lu dit simplement que ce n'est plus un jeu, qu'ils viennent tous les 5, ça ne fera aucune différence. Putain! D'accord mon pote, raconte tes conneries. Après avoir dit ça, Lu invoque une bête de 9e ordre, le dragon noir des enfers. Eh ben merde. Les participants de Feng Shen sortent tous leurs meilleurs familiers étoilés, mais en un seul mouvement. Le dragon de Lu les élimine tous. Alors que Lu continue de tabasser les élèves eux-mêmes, le VP de Feng Shang, Feng Shen, exige que le match se termine. Malheureusement, l'arbitre est de Jianling, donc ouais, pas de chance là. Attends, ça doit être illégal ou quelque chose, non? Au moment où Lu s'apprête à finir Yi Hao, Su Ping arrive enfin dans la zone de vision du proviseur. Faisant face au VP de Jianling, il demande ce que l'homme veut. Feng Xin se tourne vers Su en panique, lui demandant pourquoi il est venu ici. Il lui a dit qu'il ne pourrait pas le protéger ici. Quand le proviseur de Jianling, Fei, essaye de le capturer, Feng Xin se tient instantanément à côté de Su
et l'arrête. Oh, il tient à lui. Alors que Fei exige qu'on lui remette Su pour ses actions, Su Ping commence à se vanter d'avoir battu les élèves de Jianling. Même quand Feng Xin le supplie de reculer, Su Ping provoque Fei à plusieurs reprises. Pendant ce temps, le vice-proviseur de Jianling a senti le pouvoir de Su. Il note que même dans une embuscade, il n'aurait pas pu éliminer Dai et les autres s'il n'était pas vraiment fort. De plus, s'il est un instructeur comme Feng Xin le lui a dit, plutôt qu'un élève, ses compétences doivent être meilleures que celles de Dai, non? Su lui dit simplement que ça ne le regarde pas et qu'il est seulement là pour résoudre le problème actuel. Fei le méprise encore plus, mais Su l'arrête. Il lui dit de faire un pari. Il fera en sorte que lui et son proviseur s'inclinent et demandent pardon. Oh purée! Furieux, Fei exige un combat immédiat. Feng Tian essaye de dissuader Su Ping, mais il l'ignore et accepte le défi de Fei. Avec leur combat convenu, l'annonceur annonce ce qui se passe. Le match a été changé en un match entre instructeurs plutôt qu'entre élèves. Alors que Fei fait son entrée dans l'arène, les élèves de Jianling commencent à se vanter de la façon dont il écrasera complètement tout adversaire de Feng Shen. Ouais, continuez à parler, ça ne durera pas longtemps. Sous les yeux de tous, Su Ping entre dans l'arène. En flottant, l'instructeur de Feng Shen marche littéralement sur l'air. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est même pas de 9e année, mais un maître de Jingxuan? Avec cette révélation, tout le monde dans l'arène est sous le choc et l'admiration. Alors qu'ils se font face, Fei se convainc que Su ne peut voler qu'en se concentrant uniquement sur sa cultivation. Il n'est probablement qu'un exploiteur de faiblesse. Il se voile vraiment la face. Fei invoque son familier de combat, le démon renard à ombre violette. Un être de 8e ordre, ce renard est la bête la plus sauvage du royaume du tonnerre. Les élèves de Jianling sont tous emportés par leur enthousiasme, convaincus d'une victoire assurée maintenant. Ils vont être sacrément déçus. Dans l'arène, Su sourit simplement au familier de son adversaire et invoque le sien, le dragon du purgatoire de 8e ordre qui a grandi jusqu'à l'âge adulte. Purée, ça a l'air trop cool. Voyant le combat destructeur que ça va devenir, Feng Shen ordonne que les barrières de protection autour de l'arène soient levées au maximum. Bonne décision, vieux. Alors que leur combat commence enfin, Fei prétend encore que le familier de Su est une bête de 8e ordre inférieure à la sienne. D'accord, papy. Allez, au lit. Après avoir boosté son renard jusqu'au 9e ordre, Fei lui fait tirer un déchirement de tonnerre octuple sur Su. Ça va l'éliminer en un seul coup. Non. Le dragon du purgatoire le fait disparaître d'un simple cri. Refusant de reculer, Fei fait créer plusieurs clones à son renard. Chacun d'eux fonce et attaque avec plusieurs morsures de rat. Sûrement que ça va l'éliminer. Ouais, non, il encaisse tout de front. Trop badass. En plus, son dragon a attrapé le vrai renard dans ses mâchoires. Dans une dernière tentative, Fei fait tirer un canon de tonnerre à son renard sur le dragon du purgatoire à bout portant. Sûrement que ça va l'éliminer. Non, toujours pas. Le canon a à peine égratigné le dragon dessus. En revanche, le renard démoniaque lui-même a été gravement endommagé par sa propre attaque. Avec un coup de grâce brutal, le dragon du purgatoire dessus achève le renard de Fei. Grâce aux compétences défensives qu'il a dû apprendre dans le royaume des dragons, il est pratiquement imbattable. Bien qu'il soit furieux, Fei annonce qu'il est loin d'être vaincu. Son familier principal n'est même pas encore sorti. Pour leur deuxième match, il invoque le serpent démoniaque de l'abîme, une bête de 9e année. Alors que tout le monde dans la foule clame que c'est fini pour Su maintenant, il dit que le dragon du purgatoire n'était pas non plus son familier principal. Avec un sourire aux lèvres, il invoque sa bête la plus redoutable. Bébé squelette. Petit squelette. Plus vraiment un bébé maintenant. Tout le monde dans l'arène ne peut que rire et se moquer du familier dessus. Même Fei le rabaisse. Pourtant, il ressent quelque chose d'étrange. Pour la première fois de sa vie, il sent la peur chez le serpent démoniaque. Avant que quiconque ne puisse faire un geste, le petit squelette dessus a traversé l'arène avec son épée dégainée. Derrière lui, le serpent démoniaque gît tranché et vaincu. Malgré sa victoire, Dai et les autres étudiants de Jianling essaient de faire capturer Su pour qu'il s'excuse. C'est là qu'il révèle son plan. Il connecte sa montre au grand écran du stade et appelle Su Kuang. Avec son aide, Su a obtenu des soins médicaux avancés pour les étudiants de Feng Shen attaqués par Dai. Maintenant, ils peuvent témoigner de la vérité sur ce qui s'est passé le jour où Dai
et ses sbires ont été blessés par Su Ping. Démasqué. Dai essaie de s'échapper de l'arène, mais son VP est le premier à l'attraper. Il sera expulsé, sa lignée sanguine retirée, et sa connexion au familier stellaire supprimée pour toujours. Il est fini. Se tournant vers Feng Tian, il demande pardon pour les actions de son étudiant et propose que leurs académies deviennent alliées à l'avenir. À ce moment-là, Su Ping arrive dans leur zone d'observation et lui dit qu'il oublie quelque chose. Il doit encore s'agenouiller et demander pardon. Purée, c'est un move de ouf. Après avoir forcé le VP de Jianling à se soumettre, Su expose les termes de leur nouvel arrangement. Leurs écoles ne seront pas alliées. Plutôt, Jianling sera sous leurs ordres. Toutes les ressources entre les deux seront données à Feng Xian en priorité à l'avenir. Avec ses actions contre l'Académie Jianling, la boutique de Su Ping gagne plus de renommée que jamais. Les gens viennent de partout pour ses services. L'une de ces personnes se trouve être la petite sœur de Su. Elle lui demande d'élever son familier de 4e ordre, Boule de Neige. Bon, au moins c'est un nom simple pour une fois. Alors que ça coûterait normalement 100 000, Su lui dit qu'il s'arrangera avec ce qu'elle peut payer. Le système essaye de lui interdire de faire une réduction, mais Su réussit à le convaincre de le laisser payer la différence. Su mentionne qu'il a appris une technique d'entraînement il y a quelque temps, mais sa sœur est confuse. Il n'a jamais quitté la maison, alors comment a-t-il fait? Un flashback montre les événements du sommet de la tour du royaume des dragons. Avec l'aide de tous les familiers qu'il avait à l'époque, Su Ping a abattu un dragon barbu à écailles dorées de 9e ordre. Grâce à cette victoire, le chien Ojetsu de 1er ordre qu'il entraînait a évolué en un chien dragon noir de 7e ordre. Ce gars a bien trop d'atouts. De retour dans le royaume des dragons, Su entraîne tous les familiers avec lui à des niveaux extrêmement puissants. De retour dans le monde réel, il rend Boule de Neige à sa sœur et le Scorpig à la femme qui était venue le voir plusieurs jours auparavant. Alors qu'ils sont tous deux choqués de la rapidité avec laquelle leurs familiers ont été améliorés, les autres clients les poussent dehors pour pouvoir avoir leur tour avec Su Ping. Il est sacrément populaire, non? Plus tard, Su Ping reçoit les récompenses pour avoir terminé l'entraînement professionnel du royaume des dragons. L'une d'elles est une technique aléatoire de la guerre des dieux et des démons. Quand Su Ping accepte cela, il est transporté dans un tout nouveau royaume rempli d'êtres démoniaques terrifiants. Ici, un être immense fait de lumière dorée apparaît et détruit les démons d'un seul coup de poing. Il révèle que la compétence disponible pour Su est le coup suppresseur démoniaque. Elle comporte 5 mouvements à maîtriser, après quoi il pourra détruire même des ennemis de 9e ordre sans difficulté. Cependant, l'attaque a un gros contre-coup, donc ça ne doit être qu'une carte maîtresse. Su Ping n'est pas un idiot. Sans hésiter, il accepte l'entraînement pour apprendre cette technique. Su doit devenir plus fort. Une fois qu'il entrera bientôt dans le royaume secret, il devra être assez puissant pour ne pas dépendre uniquement de Tiny Skeleton. Avec ça en tête, il passe les jours suivants à s'entraîner. 2 jours plus tard, dans le monde réel, ou 1 mois et demi pour Su, il a terminé l'héritage de la tour du roi dragon. Aussi purée, il est devenu super baraqué. Papa? Pardon, papa. Bref, même s'il n'a pas encore maîtrisé le coup suppresseur démoniaque, son corps de corbeau doré s'est grandement amélioré. Tu m'étonnes? Espérant que ce sera suffisant, Su retourne dans le monde réel. Dans la base de l'équipe North Star, des préparatifs sont en cours pour entrer dans le royaume secret. Le chef, Ni Chen Kong, a un trésor particulier qu'il souhaite trouver. Pour cela, il a recruté 2 membres supplémentaires, Chen Long et Mo Lao. Tous deux sont des maîtres de familiers de 8e ordre. Avec eux, Ni, Lu, Chen Shan et Su Ping lui-même, ils forment une équipe de 6 prêtes pour leur mission. Bien que les 2 nouveaux venus soient sceptiques à l'égard de Su, ils l'acceptent rapidement, d'autant plus qu'il aura le premier choix des récompenses de la mission, Ni le présentant comme celui qui a sauvé Chen San. À l'entrée du royaume secret de la montagne du dragon, le groupe de Su est bloqué dans l'ascension des escaliers de la montagne. C'est parce que tout combat et invocation sont interdits sur la montagne. Sauf si t'es d'une grande famille apparemment. Les maîtres des familles Chen et Tang se battent partout pour entrer les premiers dans le royaume. Leurs actions provoquent une avalanche de rochers que Su doit détruire avec l'aide de ses camarades. Foutus gamins gâtés de riches. Au sommet de la montagne où se trouve l'entrée du royaume secret, la famille Tang a formé une file.
Sous la direction de Tang Ruan, ils ont annoncé que personne en dehors de leur famille ne peut entrer dans le royaume du dragon, pendant que Chen Xiaoshan, le chef de la famille Qi, combat Ruan, la famille Tang tient la ligne. Flottant dans les airs, c'est... Attends, c'est Gildarts? Non, c'est Shanks. Non, c'est Dao Zun. Ouais, c'est un procès qui n'attend que d'arriver. Le maître du 9e ordre, Dao Zun, veut savoir pourquoi personne n'est entré dans le royaume. Les gens en bas essaient de franchir la ligne pour suivre Dao Zun. Malheureusement, ils sont arrêtés par les exécuteurs de la famille Tang. Enfin, la plupart d'entre eux. Su Ping se pointe et le traverse. Il n'est le chien de personne. Furieux de l'arrogance de Su, la famille Tang attaque. Heureusement, Dao Zun arrête l'attaque et laisse Su Ping entrer facilement dans le royaume du dragon. Encore plus enragé, la famille Tang le suit. À l'intérieur du royaume des dragons, Su décide d'aller voir à quel point la tour ici est différente de celle du royaume des dragons créé par le système. De retour au sol, Ryuen est accueilli par les membres de sa famille qui s'excusent d'avoir laissé passer Su. Leur famille était censée être la première à terminer la tour. Après tout, ils sont les seuls à avoir atteint le 6e étage jusqu'à présent. Ryuen leur assure que ça n'a pas d'importance. Même s'il est entré le premier, c'est pas comme s'il allait faire mieux qu'eux. Pas vrai? Faux. Su termine tout en quelques minutes. Il est juste pas comme les autres. Comme la tour est identique à celle créée par le système, Su Ping la traverse à toute vitesse avec son nouveau point suppresseur démoniaque. Après avoir fini la tour, il rejoint son équipe et leur dit qu'il est juste allé s'échauffer quelque part. Alors que les deux étrangers avec eux pensent qu'il est imprudent, les autres comprennent que c'est lui qui vient de terminer la tour. Ensemble, ils se dirigent vers le 92e royaume du continent Longlang. Le trésor qu'ils veulent est ici. Pendant que Mo Lao et Lu utilisent leur propre familier pour repérer les ennemis, Su invoque son chien dragon noir. Grâce à son odorat supérieur, Su sait qu'une vague d'ennemis arrive. Mo Lao pense qu'il ment pour attirer l'attention, puisque son familier ne détecte rien. Ouais, d'accord mon pote, prépare-toi alors. Quelques instants plus tard, l'équipe est attaquée par un énorme essaim de pitons volants. Chacun d'eux est forcément une bête de 9e ordre. Ils doivent se préparer à combattre. Alors que l'essaim se rapproche, l'équipe invoque ses propres familiers. Tandis que la plupart font front pour affronter les pitons, les maîtres se réfugient à l'intérieur du gardien quadrupède Xitigarbha. À l'intérieur du gardien, Luo et Chen s'inquiètent pour le dieu dragon noir. En tant que bêtes de 7e ordre, ils craignent qu'elles ne survivent pas à l'essaim. Mo Lao et Chen Long ne pensent pas que ça vaille le coup de risquer leur abri pour la sauver. Mais les autres insistent. Avant que le désaccord n'aille plus loin, Su intervient et leur dit que son familier se débrouillera très bien. D'ailleurs, une fois que le chef python vert sera tué, les autres s'enfuiront de toute façon. Ça sonne bien. Les étrangers pensent qu'il fait juste son gamin prétentieux et têtu. Bien sûr qu'ils pensent ça. C'est quoi leur problème à ces personnages secondaires toujours aussi méfiants? En utilisant une technique spéciale, Chen Long rend les murs de leur abri invisibles pour qu'ils puissent regarder le combat dehors. À leur grande surprise, Dark Dragon Dog s'en sort plutôt bien en fait. Avec sa défense incroyablement élevée, il ne prend aucun dégât et démolit complètement les pitons sur son passage. Quand le chef python vert apparaît, le chien encaisse même ses attaques comme si de rien n'était. D'un coup rapide, il donne un coup de griffe au chef. Mo Lao et Chen Long voient à quel point les dégâts sont faibles et pensent que c'est un familier purement défensif. C'est sûrement pour ça qu'il a survécu. Il se voile la face plus qu'un drogué dans son repère. Les griffes du chien sont redoutables avec le poison. Une fois le chef effondré, l'essaim se disperse aussi. Le chien revient à Su avec un sac entier d'œufs du chef python, une ressource extrêmement rare et puissante. À leur grande surprise, Su leur dit qu'ils peuvent le garder. Il prendra juste les écailles du python. Choqué et humble, Mo Lao et Chen Long baissent la tête devant Su. Si jamais il a besoin de quoi que ce soit à l'avenir, ils seront là pour lui. Alors que le groupe continue vers le site du trésor dont ils ont besoin, Su commence à se méfier un peu de toute la situation. Une fois rendu à la grotte, il dit à l'équipe qu'une bête de 9e ordre les attend à l'intérieur. Pendant que les autres préparent un piège pour elle, lui et le capitaine entreront pour la débusquer. Dans la grotte, Su le confronte sur les raisons de ses comportements étranges récents. Ne voulant pas mentir, il dit à Su que la seule chose qu'il veut ici, c'est le fameux fruit de l'arbre spirituel. Un truc qui serait dans cette grotte.
Même s'il ne peut pas dire à Su pourquoi, la raison pour laquelle il en a besoin, c'est pour guérir la maladie de quelqu'un qu'il aime. Voyant que les intentions de Nai ne sont pas mauvaises, Su décide de l'aider parce que c'est le genre de truc que font les héros principaux. Il révèle que la bête à l'intérieur est un sous-dragon de 9e ordre spécialisé dans les attaques mentales. Il ne le dira pas à Nai, mais il sait tout ça grâce au royaume des dragons du système où il a passé tant de temps. Pour combattre cette bête plus efficacement, Su emmène Nai dans une chambre secrète qui contient la lampe de l'âme, un objet spécial qui les protégera des attaques mentales. Après avoir sécurisé cet objet, il se prépare à aller plus loin et à affronter la bête quand la grotte se met à trembler autour d'eux. D'après Su, la source de tout ça vient de l'extérieur de la grotte. Dehors, on voit leur équipe lutter contre un énorme dragon rose avec un gros cristal sur le front. Ça sent pas bon. À l'entrée de la grotte, Su et Nai voient une scène horrible. Le dragon a utilisé ses attaques mentales pour piéger leur équipe et leurs familiers dans une illusion. Pendant qu'ils croient avoir vaincu le dragon, leurs familiers s'entretuent. C'est sombre, mec. Avant que les familiers ne les tuent aussi, Nai et Su arrivent à leur position et les sauvent. Ils versent leur pouvoir stellaire dans la lampe de l'âme pour étendre son champ de protection. Avec ça, leur équipe est libérée de l'illusion et peut voir clairement à nouveau. Ensemble, ils versent assez de pouvoir stellaire dans la lampe pour étendre grandement le champ de protection. Puis, alors que tout semble sous contrôle, ils sont attaqués par un tiers. Une volée de piques vole vers eux. Shenlong saute devant Su avec un bouclier stellaire pour le protéger, tandis que les autres luttent pour défendre la lampe de l'âme. Ils ont intérêt. À la demande furieuse de Su, les attaquants se révèlent. L'équipe Fang et leur vice-capitaine sont responsables de ça. Ni demande pourquoi ils essaieraient de les tuer alors qu'ils ne sont même pas ennemis. Maintenant, c'est sûr que vous l'êtes. Le vice-capitaine se contente de rire d'eux. Il s'avère que c'est lui qui a donné la carte au trésor qui les a menés ici à Ni et à l'équipe. Leur plan, dès le début, était d'utiliser son équipe pour distraire le dragon pendant qu'il volait les trésors de la grotte. Ayant entendu tout ce qu'il lui fallait, Su Ping passe à l'action. Après avoir invoqué le petit squelette, il sort enfin l'objet qu'il a obtenu de la boutique du système, l'anneau de chasse de moyenne portée. Sans hésiter une seconde, il le lance droit sur le dragon de sang, le piégeant dans une toile de chaîne dorée. Les chaînes des anneaux tirent le dragon de sang, qui disparaît sans même un gémissement. Sur la falaise d'où ils observaient, l'équipe Fang est choquée par ce qu'elle vient de voir. Comme si la disparition du dragon ne suffisait pas, Su Ping flotte dans le ciel juste derrière eux. Les membres de l'équipe Fang réalisent vite à quel point ils sont dépassés. Ils savent déjà qu'ils n'ont aucune chance. Mais bien sûr, leur vice-capitaine doit être un crétin arrogant. On dirait que tous ces méchants doivent suivre le même cours ou quelque chose. Il insiste sur le fait que Su n'a qu'un petit squelette comme invocation. Ils peuvent totalement le battre. Non. Le petit squelette les découpe tous comme des légumes en quelques secondes. En revenant auprès de son équipe, Su découvre que Mo Lao et Chen Long ont tous deux succombé à leurs blessures. Les deux hommes sont morts et leur capitaine n'est pas loin derrière. Avec les derniers souffles de son corps mourant, Nai supplie Su d'accomplir sa mission, obtenir le fruit de l'arbre spirituel et l'apporter à sa fille. Si elle le mange, elle pourrait peut-être combattre la maladie terminale dont elle souffre. Voyant un homme bien dans un tel état, Su Ping se retourne et fonce vers la grotte. Il accordera ce souhait à Nai, quoi qu'il arrive. Au fond de la grotte, le capitaine de l'équipe Fang pille tous les trésors disponibles. Parmi eux, il y a l'arbre spirituel. Il ordonne à ses hommes de détruire l'arbre après avoir cueilli tous ses fruits, pour que personne d'autre n'en ait. Avant que ça n'arrive, les membres de l'équipe commencent à tomber comme des mouches. Un par un, leurs corps sont transpercés par une lumière dorée. À la fin, seul le capitaine reste. Réalisant qu'il n'a pas d'autre choix que de se battre, il commence à invoquer ses deux animaux de combat de 9e ordre. Mais avant même qu'ils ne soient complètement invoqués, le petit squelette les tranche en un éclair. Vaincu et à genoux, le capitaine supplie Su d'épargner sa vie. Quand il réalise que ça n'arrivera pas, il demande au moins de connaître le nom de son tueur. Avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, Su lui perce la tête avec son pouvoir stellaire condensé. Aucun ennemi à lui n'aura jamais une seconde chance. C'est froid, mec, glacé. Après avoir rassemblé les corps de l'équipe Fang en un tas, Su fait brûler son dragon du purgatoire pour les réduire en cendres. Il retourne à la base pionnière la plus proche avec Luo,
Chengshan et tous les trésors de la grotte. Là, il leur dit que c'est là qu'ils se séparent. Il ne peut plus continuer comme ça, et sans leur capitaine, ils devront aussi dissoudre leur équipe. Avant de partir, Su leur dit d'apporter le fruit de l'arbre spirituel à la fille du capitaine Nei. Ça les surprend parce qu'ils ne savaient pas qu'il avait une fille, sans parler du fait que Su ne veut pas le fruit pour lui-même. Il dit simplement d'exaucer le dernier souhait de leur capitaine et de diviser les trésors qu'ils ont obtenus entre les familles des défunts. Mais avant ça, leurs trésors doivent être emmenés au bureau d'inspection et enregistrés. Là, des fonctionnaires du gouvernement essaient de les forcer à remettre l'arbre spirituel. Quand Su refuse, il le projette à travers un mur et déclare qu'il a enfreint la loi. Alors qu'il les affronte, une voix d'en haut appelle Su. Depuis les poutres, Dao Zun observait. Il dit à Su de tracer son propre chemin avec sa propre force. Prenant ce conseil à cœur, Su utilise la condensation de pouvoir stellaire et écrase ses deux ennemis dans le sol. Après avoir battu les officiers, Su prend lui-même l'arbre spirituel pour le protéger pour le moment. Ensuite, il reçoit 60 millions de pièces stellaires comme compensation pour les ennuis de la part d'un officier plus gradé. Content que certains aient un peu de bon sens. Et aussi, Cha-Ching mon pote, Su dit à Lu et Chen Shang d'atteindre le sommet du 8e ordre, puis de venir le voir pour un fruit stellaire gratuit chacun. Ça devrait les aider à monter au 9e ordre facilement. Plus tard, Su se retrouve sur le continent des écailles de dragon. Ici, il ordonne à son chien dragon noir de monter la garde pendant qu'il va sous l'eau chercher un trésor secret. Au fond de l'eau, il trouve une sorte de dojo. À l'intérieur, le squelette d'un moine est assis avec une boîte lumineuse sur ses genoux. Ça fait pas du tout flipper. Su Ping récupère la boîte et en sort le trésor. Le parchemin Qian-kun. Avec ce rouleau, il peut créer sa propre dimension de poche. Avec son pouvoir stellaire actuel, elle devrait faire environ 4 fois la taille d'un ballon de basket. L'endroit parfait pour planter l'arbre spirituel. À la surface, le chien dragon noir a vu un espion animal dans les airs. Voyant ça, Su se souvient d'un autre trésor dans la région. Le fruit démoniaque immortel. Avec ça, n'importe quel animal mort-vivant peut gagner une immunité contre les blessures mortelles une fois. L'objet parfait pour son petit squelette, puisque toutes ses stats sont offensives. Décidant de trouver ce fruit, Su suit l'espion animal. Dans la forêt de bois, la mort des 7 pêches. Oui, non ridicule, je sais, c'est juste un truc. On voit la famille Tang maltraiter et tuer 2 maîtres d'animaux de combat pour voler un trésor qu'ils ont trouvé. Après avoir récupéré le trésor, ils s'apprêtent à le sécuriser quand il disparaît. Su a utilisé capture pour le voler. C'est le karma, pas vrai? Voyant leur trésor volé se faire voler à son tour, la famille Tang suit la direction qu'il a prise. Désespérés de le récupérer, ils envoient la bête d'ombre du 9e ordre, Shura, en 4e position. Et en quelques instants, elle se fait démolir par le chien dragon et le dragon du purgatoire. Quad 9. Décidant d'utiliser une tactique différente, un de leurs maîtres, Feng Lao, utilise la condensation d'esprit pour envoyer un énorme point à travers la forêt. Su a un autre animal, par contre. Bon, il en a techniquement beaucoup plus, mais tu vois l'idée. Le petit squelette s'avance et tranche net à travers la paume. Ça ouvre un chemin direct de la famille Tang à Su, leur révélant son identité. Ils sont furieux de voir que c'est le même garçon qui est entré dans la tour du dragon avant eux. Le maître de Shera envoie 2 autres de ses animaux, mais ils sont tués par un petit squelette en un instant aussi. Et la forêt aussi d'ailleurs. L'attaque du petit gars a abattu tous les arbres sur son passage. Quel excès! Furieux de leur échec constant à le blesser, Feng Lao tire des épées faites de son pouvoir stellaire. Celles-ci deviennent inutiles quand Su sort le coup suppresseur démoniaque. Feng Lao met un bouclier à 9 couches pour bloquer, mais même la première posture de l'attaque de Su suffit à briser complètement une telle défense. Il utilise un autre animal, le dragon vert, pour éloigner Ruan du combat. Avec elle partie, il active sa dernière carte maîtresse. Détraqueur. Attends, on est dans Harry Potter maintenant? Vite Su, utilise un Patronus. Oh attends, non, désolé. Détraqueur est une technique qui transforme le corps de l'utilisateur en un être spirituel qui peut tuer la personne qu'il touche. Sous cette forme, Feng Lao vole vers Su Ping. Malheureusement pour lui, Su Ping a encore la lampe spirituelle. La sortant, il y injecte son énergie stellaire et crée une barrière que Feng ne peut pas traverser.
Après avoir vaincu Feng, Su se retrouve face à Tang Ruan elle-même. Juchée sur son animal de compagnie, le roi des ailes déchues, elle est revenue sur le champ de bataille. Après une brève dispute philosophique, les deux se préparent à s'entretuer. Mais quand Petit Squelette s'apprête à attaquer, elle est choquée de constater que même son propre animal a peur. Réalisant que se battre n'est peut-être pas la meilleure option, elle essaye de négocier avec Su. Waouh! Quelqu'un avec un vrai cerveau? Ça alors? Su lui dit qu'elle doit rompre son contrat avec son animal s'il veut la laisser partir. En s'approchant de lui, Ruan accepte de le faire. Mais une fois près, elle tente de l'attaquer par surprise avec deux animaux. Je retire ce que j'ai dit, elle est aussi bête que les autres. Ruin abat ses animaux d'un coup, et Su décide d'utiliser son nouvel outil. Il sort le parchemin Kin-Kun et jette Ruin dans sa dimension de poche personnelle. Une fois qu'elle est dedans, Su essaye de l'interroger. Après beaucoup d'allers-retours, il parvient à obtenir d'elle une information importante. Le maître légendaire des animaux de combat, Yuan Tianchen, va venir le chercher. Les familles nobles avaient un accord, ne jamais nettoyer le dernier étage de la tour du dragon, car il était réservé à lui seul. Tout cela faisait partie d'un plan pour qu'il monopolise les royaumes secrets. Mais maintenant que Su l'a nettoyé, ce n'est qu'une question de temps avant que Yuan ne le découvre et ne vienne le chercher. Su a confiance en ses capacités, mais il admet n'avoir jamais vraiment affronté un adversaire puissant sans avoir d'informations sur eux auparavant. Pour l'instant, sa priorité est d'agrandir sa boutique et de faire venir sa famille, pour qu'on ne puisse pas les utiliser contre lui. Su retourne à son animalerie et découvre que son affaire marche mieux que jamais. À ce rythme-là, il pourra payer l'agrandissement de la boutique dans 10 jours. En attendant, il décide d'acquérir le terrain nécessaire pour étendre la surface. Pour ça, il se connecte au Pioneer Network, un guichet unique pour tous les besoins d'un pionnier. Tant que t'as l'argent, ils te fournissent ce qu'il te faut. Je me sens comme un télémarketeur. Bref, Su contacte un membre du support et explique son besoin. Malheureusement, il semble que le prix des terrains est doublé, à cause du début prochain de la Ligue mondiale d'élite. Su n'a pas vraiment les moyens de se le permettre si c'est le cas. Heureusement, il se souvient qu'il a encore le dragon de sang capturé et l'anneau de capture. Il demande à la femme combien il peut le vendre, et est content d'apprendre qu'il pourra finalement couvrir le coût du terrain dont il a besoin. Une fois cela réglé, il part commencer son entraînement pour la journée. Après avoir trouvé un royaume d'entraînement encore plus difficile que le royaume des dragons, il dépense 1000 points d'énergie pour y entrer. C'est le royaume du demi-dieu déchu. Le royaume parfait pour lui, vu qu'il a l'objet dont il a besoin pour cultiver davantage son corps de roi démon. Une fois qu'il fait ça, sa défense atteindra le 9e ordre et il sera bien plus coriace. À l'intérieur, il reçoit une pop-up lui demandant s'il veut acheter un traducteur de langue divine. Perplexe mais ne voulant pas être pris au dépourvu, il l'achète. Et voilà encore 500 points d'énergie envolés. En se promenant dans le royaume, Su tombe sur un demi-dieu nu qui chante. Ouais, ça va mal finir pour lui, pas vrai? Dès qu'elle le voit, elle l'attaque avec une vague d'énergie dorée. À la surprise de Su, ça tue Purgatory Dragon d'un seul coup. Pendant qu'il le ressuscite, Petit Squelette se retrouve à défendre son maître. Su appelle la femme pour qu'il puisse s'expliquer, mais elle lui dit qu'il n'en a pas besoin. Elle sait déjà qu'il vient d'un autre monde. Désolé, mais pourquoi diable l'as-tu attaqué alors, espèce de folle? La femme révèle qu'elle peut voir qu'il est humain rien qu'à son apparence. Pourtant, il y a quelque chose dans son aura qui est étrangement effrayant, même pour elle. Estimant qu'elle lui a donné assez d'explications, la femme dit à Su d'expliquer exactement ce qu'il fait dans les terres du milieu des dieux en 5 secondes, sinon elle le tuera. Perplexe, Su demande si ce n'est pas le royaume du demi-dieu déchu. Pour une raison quelconque, ça la met vraiment en rogne, et elle le tue. Elle a le sang chaud, cette dame. Non? Su décide d'opter pour une résurrection aléatoire et de tenter sa chance ailleurs dans ce monde. Ça ne se passe pas très bien non plus. Après avoir spawné dans un désert, il se fait attaquer par un énorme ver. C'est juste un insecte, en gros. Sauf que c'est une bête de 9e ordre. C'est le royaume divin, quoi, j'imagine? Même les insectes sont super costauds. Bien que Dragon Dog finisse par se faire tuer, Su parvient à étourdir la créature avec l'aide de petits squelettes. C'est entièrement grâce aux fruits démoniaques, qui lui donnent l'immunité contre le premier coup fatal pour qu'il puisse planter l'œil de l'insecte. Su combine son point suppresseur de démon avec les flammes du dragon du purgatoire et tue l'insecte dans une énorme explosion.
Le Dragon Dog ressuscité s'approche de Su avec un cristal provenant du cadavre de l'insecte. C'est un cristal divin. Avec lui, un animal de compagnie peut se transformer en bête divine. Ça leur donne accès à des compétences, bien plus puissantes que leur version normale, et des stats boostés. Su l'utilise sur Dragon Dog, et rien ne se passe. Juste une section supplémentaire apparaît dans sa fenêtre de statut. Arnaque! Je réclame une compensation! Oh, tant pis, il a juste besoin d'encore une tonne de cristaux divins pour monter son statut divin. Alors, il est temps de tuer plus d'insectes. Au moment où il prend cette décision, Su entend un appel à l'aide venant des environs. Deux dieux sont attaqués par une horde d'insectes. Plongeant sur un dragon du purgatoire, Su sauve les deux dieux et s'éloigne en volant. En volant, les deux discutent de leur situation avec Su. Ils ont été envoyés pour exterminer les insectes ici. Contrairement aux dieux de sang pur rares dans leur royaume, ce sont des demi-dieux, donc ils n'ont même pas d'ailes. Cela veut dire que la femme que Su avait rencontrée avant devait être une de ces déesses pures. Elle avait aussi des ailes quand elle l'a attaquée. Quelle poisse! Au fil de la discussion, Su apprend l'existence d'un royaume légendaire où un an d'entraînement équivaut à un seul jour dehors. Le royaume du Dieu suprême. Pour la surprise de Su, c'est en fait un royaume d'entraînement qu'il a déjà vu dans le système. Pendant qu'il parle, le dragon du purgatoire est soudainement déchiqueté par une attaque sournoise. Les insectes d'avant les ont poursuivis. Pour empirer les choses, ils sont menés par un insecte centurion. Décidant de prendre les devants, Su commence à libérer son pouvoir et s'avance. Il fera face à ces bestioles pendant que les autres s'échappent. Avec ces trois animaux, il commence un combat féroce contre les bestioles. Et il meurt. Plusieurs fois. Des moments durs. Heureusement, il avait déjà récupéré un tas de cristaux divins. Donc, ce n'est pas une perte totale. Avec ses dernières forces, Su Ping active sa dernière résurrection aléatoire. Et devine où il apparaît? Dans la chambre du dieu qui l'a tué la première fois. Oublie la poisse, c'est carrément de la malédiction. Après avoir été téléporté dans la chambre de la déesse, Su doit réfléchir vite s'il veut rester en vie. Avant qu'elle ne puisse le tuer une fois de plus, il lui dit qu'il connaît le chemin pour atteindre le royaume du Dieu suprême. En échange de cette information, il dit à la déesse qu'il veut du pouvoir. Pour honorer ce marché, elle lui offre un manuel d'entraînement secret qui lui permettra essentiellement d'augmenter sa vitesse d'apprentissage de manière permanente. Mais la déesse n'est pas dupe non plus. Elle y met un verrou, qui ne lui permettra d'utiliser le manuel qu'après avoir voyagé jusqu'au royaume du Dieu suprême. Il décide d'essayer de la piéger et y parvient plus ou moins. Il la convainc d'accepter qu'il dessine une marque qui lui permettra de la transporter avec lui. En réalité, il essaie de tracer le sceau du contrat maître animal. Mais encore une fois, la déesse n'est pas dupe. Elle le laisse faire, puis inverse le sceau pour qu'il devienne son animal. Pas comme ça, sortez vos esprits des égouts. Heureusement, les lois des dieux et le système, elles s'entrechoquent et tout, donc son plan ne marche pas vraiment. Ses pouvoirs finissent par être réprimés et elle tombe par terre, tandis que Su Ping récupère sans aucun problème. Il suit le courant et fait comme si tout ça faisait partie de son plan depuis le début. Comme le contrat maître animal ne peut pas marcher avec la déesse, Su demande au système de lui donner autre chose à la place. Pour ça, il reçoit le contrat de personnel. En échange de quoi la déesse travaille comme employée de sa boutique et cherche toujours à en tirer profit, elle obtiendra divers avantages. L'un d'eux est 7 jours de voyage dans n'importe quel royaume. Bien qu'elle hésite, la déesse ne peut pas nier l'aura céleste qui émane du contrat, ni le grand bénéfice. À contre-cœur, elle signe le contrat et devient l'employée de Su Ping. Elle s'appelle Kyo Anna. Chapitre 2. De retour dans sa boutique d'animaux, après l'incident dans le royaume des demi-dieux, Su Ping reçoit un appel vidéo d'un inconnu. Quand il répond, l'homme à l'autre bout se met à énumérer tout ce qu'il y a à savoir sur Su. Son âge, son nom, son boulot, sa boutique, sa famille, leur métier, leur maison, le mec sait tout. Le pire, comme Su le soupçonnait, il est dans la maison de sa famille. La mère et la sœur de Su sont ligotées et inconscientes dans un coin. Comme prévu, c'est l'œuvre de Yuan Tianchen lui-même. En pensant vite, Su avance sa demande. Il affrontera Yuan Tianchen, mais ce doit être dans sa boutique, sur son terrain, et sa mère et sa sœur doivent être amenées avec lui.
Bien pensé. Le mec est invincible dans la boutique et tout ça. Très intelligent. Plus tard, plusieurs maîtres de haut rang descendent du ciel au-dessus de la boutique d'animaux de Suping. Ces gens viennent de chacune des 4 grandes familles, y compris les Tang et les Chen. Étonnamment, Dao Zun est aussi parmi eux. Un des maîtres tente de forcer les volets de la boutique dessus. Ils sont tous stupéfaits quand, même à pleine force, ils n'arrivent pas à les faire bouger d'un pouce. Su s'avance lui-même à l'entrée de la boutique et leur dit de la fermer. Dao Zun est choqué de voir qui est ce jeune homme, car il avait en fait espéré le prendre sous son aile après les événements du royaume du dragon. Un autre maître utilise la condensation d'esprit pour attraper Su. Il démonte simplement l'attaque et met ce type à terre. Avant que quiconque puisse réagir, Yuan apparaît lui-même. Avec lui, la mère et la sœur de Su, inconscientes. Instantanément, il utilise sa propre condensation spirituelle pour les attraper, les emmener dans sa boutique et ligoter les gardes qui les retiennent d'un seul coup. Le mec ne rigole vraiment pas aujourd'hui. Alors que l'animosité entre les deux groupes monte, Yuan entre dans la boutique de Su. Les deux se tiennent face à quelques centimètres l'un de l'autre. Regardant Su dans les yeux, Yuan demande comment il est possible que 2 légendes se tiennent dans cette petite pièce. Je sais pas mec, ils tiennent debout j'imagine. Yuan dit à Su qu'il est prêt à lui faire une offre. S'il se soumet comme les 4 grandes familles derrière lui, Yuan non seulement épargnera Su, mais deviendra même son mentor. Mais Su n'aime pas vraiment ce type, à cause, tu sais, de l'enlèvement de sa mère et de sa sœur. Il refuse l'offre sans hésiter et dit des trucs qui énervent grave le vieux. Après lui avoir donné une dernière chance, Yuan envoie une énorme épée d'énergie sur Su, mais elle est brisée en morceaux par un coup à une main d'Anna. Tous les maîtres sont choqués par le niveau de puissance qu'elle vient de montrer. Anna, elle, commence juste à se disputer avec Su Ping. Furieux, Yuan crie qu'il va les tuer, et il se fait défoncer. Ouais, vaut mieux pas embêter une déesse. Elle lui envoie une attaque qui le projette contre un immeuble. Ensuite, tu vois, il invoque sa bête la plus forte, le roi des bêtes des ombres. Après l'avoir invoqué, il fusionne avec son familier et déclare qu'il va écraser Anna et Su, pour se faire défoncer encore une fois. Ouais, c'est une déesse, mec, arrête. Anna écrase son arme, détruit sa bête et brûle tous ses pouvoirs. Dans son état actuel, il lui faudra environ 3 à 5 ans pour retrouver toute sa force. Tout ça en un seul mouvement. Alors que les autres maîtres regardent, horrifiés, Su Ping se tourne vers eux et leur dit de venir l'affronter. Plus tard, la sœur de Su se réveille à la table de la salle à manger de leur maison, pour trouver sa mère endormie à côté d'elle et son frère de l'autre côté de la table. Il y a aussi un groupe de vieux types bizarres dans le coin. Attends, quoi? Retour quelques heures en arrière. Su Ping a fait utiliser à Anna l'une de ses capacités pour créer une sorte de contrôle mental sur les maîtres classés. Ce n'est pas vraiment du contrôle mental, plutôt un changement de loyauté. Dans leur état de choc, elle a utilisé un sort pour graver une vérité absolue dans leur cœur. La famille Su est sacrée et invaincue. À ce titre, ils sont maintenant présents pour servir d'instructeurs à la sœur de Su dans divers domaines de 9e ordre, de la guérison au combat. Dao Zun est le seul classé maître qui a été laissé de côté parce que, eh bien, il est juste cool, pas vrai? Su Ping lui demande juste de lui donner quelques leçons d'escrime et lui dit qu'il le contactera dans quelques jours. En plus de tout ça, le terrain nécessaire pour agrandir la boutique d'animaux a enfin été acquis. Avec la mise à niveau de la boutique, il peut maintenant élever des animaux de compagnie du 7e au 9e ordre. Ça veut dire aussi plus de profit que jamais. Les choses s'annoncent mieux que jamais pour la famille Su. Maintenant que tous ces plans se réalisent enfin, la boutique de Su Ping a été agrandie pour occuper plus de 3000 mètres carrés. Plutôt qu'une boutique, on pourrait carrément l'appeler une entreprise maintenant. Dans cette zone, il utilise le système pour attribuer 300 mètres de cet espace comme nouveau foyer pour sa famille. En plus, il peut même s'en servir pour créer des meubles, des ustensiles et tout ce dont on a besoin pour l'endroit. Les systèmes complexes et les architectes, c'est son rêve. Après avoir tout installé, il emmène sa mère et sa sœur au magasin le lendemain matin. Alors qu'elles sont choquées par la taille du magasin, elles sont encore plus stupéfaites par l'espace de vie super luxueux que Su leur a préparé. Et aussi la fille super belle qui est dans le hall du magasin. Quand il lui demande à son sujet, Su Ping ne peut que frémir en l'entendant qualifier de gentille. Cette femme l'a tué assez douloureusement, tu sais.
Sur l'insistance de sa famille, il invite Anna à les rejoindre pour le déjeuner. Là, sa mère commence immédiatement à essayer de la caser avec Sue, mais Anna précise qu'elle n'est pas intéressée par une relation pour le moment. D'ailleurs, elle s'est renommée Johanna pour une raison quelconque. Alors qu'ils discutent de la charge de travail, vu que c'est déjà assez lourd pour elle avec l'agrandissement du magasin, Su-ping a une idée. La famille Tang est sous sa coupe maintenant, donc il n'a vraiment rien à craindre, s'il libère une certaine personne de sa dimension de poche, non? Et comme il a besoin d'un employé supplémentaire, c'est peut-être l'occasion parfaite. L'occasion parfaite. C'est juste diabolique, mais malin. Après avoir libéré Ruan de la dimension de poche, Su-ping lui dit qu'il n'a pas encore fini de se servir d'elle. Naturellement, elle essaie de s'enfuir en sautant par la fenêtre la plus proche. Anormalement, la fenêtre refuse de se briser, puisque, tu sais, c'est le domaine de Su-ping. Après lui avoir donné des raviolis pour reprendre des forces, Su-ping lui fait signer le même contrat de travail qu'Anna. Ainsi, sa boutique pourra tourner plus facilement que jamais. Le lendemain, Ruan se trouve à la devanture avec Anna, toutes deux en tenue de soubrette. Ça ne peut pas être réglementaire, ça. Ruan essaye de défier le contrat et tente aussi de s'enfuir par la porte d'entrée. Mais une fois de plus, elle est forcée de revenir dans la boutique à cause du contrôle de Su-ping. Pendant qu'Anna lui donne quelques astuces sur le boulot qu'elle doit maintenant assumer, Su sort. À sa demande, des gens du site Pioneer sont là pour tourner une vidéo promo pour le magasin. Après ça, la sœur de Su débarque et exige son aide. Deux des maîtres classés la suivent partout et ça fout en l'air sa vie scolaire. Ouais, je vois ça. Su lui dit qu'il n'y a pas de souci à se faire, c'est en fait lui qui les a désignés, comme une sorte de garde du corps pour elle. Pendant qu'ils en parlent, Ruan aperçoit l'un des hommes en question, Cœur de Serpent, le troisième membre de la famille Tang. Aussitôt, elle voit une issue pour s'échapper. Elle est sûre que Cœur de Serpent est plus fort que Su-ping. Elle le contacte et lui demande comment échapper au contrôle de Su-ping. Cependant, il est juste choqué qu'elle aussi ait été capturée par lui. Attends, toi? Se tournant vers Su-ping avec horreur, Ruan voit simplement un sourire terriblement satisfait.